Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Mais ce truc m'a ruiné parce que je devais aller à Bovisa. À Bovisa, il y avait le Malamanera qui était une maison occupée super cool. Et donc à la fin, à l'Uni, j'ai dû y aller 3 jours peut-être. Et j'ai commencé à dormir au Malamanera. Dans une maison occupée ? Oui, dans un squat. Jusqu'à ce que quelques-uns d'entre nous occupent un autre endroit. Et moi j'étais une raver. Et donc on faisait des raves. J'étais pas très politisée. Donc c'était ma période squat. Rave, etc., etc. Jusqu'à ce que je débute comme mannequin. C'est vraiment ce travail qui m'a sauvée. C'est-à-dire que je reconnaissais l'amour de ma mère quand on reconnaissait ma beauté. Du coup, j'ai commencé à avoir des doutes si ma mère m'aimait vraiment ou si elle aimait le fait qu'aux yeux des autres, je sois belle et donc j'étais un peu une chose à montrer aux gens. Voilà. Alors, tu as déjà vu One More Time ? Oui, j'ai vu. Vu des vidéos ? Oui, de quelques personnes, oui. Ok, tu sais que nous partons pour un voyage en profondeur. Oui, mais moi j'aime. C'est-à-dire que moi j'aime pas la légèreté, moi j'aime la pesanteur. Donc vas-y. Il ne s'agira pas de pesanteur, mais plutôt de profondeur. Profond, t'as raison. Dans le sens où la chose très importante, surtout pour une personne qui fait ton boulot et qui vit beaucoup de son image, peut-être que tu impressionnes parce que tu es une personne qui travaille dans le monde entier. Mais moi j'aimerais connaître la personne, c'est-à-dire l'humaniser le plus possible. Normalement, on le fait à travers les échecs, les moments sombres, parce que cela nous rapproche de tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Donc, comme dans les plus beaux contes de fées, commençons par le début. Où es-tu née ? Moi, je suis née à Lodi. Et justement, mon auteur qui est de Lodi était super fier que tu sois né à Lodi et il m'a dit qu'à un moment donné, dans la pré-interview, tu as dit un truc comme pour dire c'est vraiment nul Lodi. Donc lâche le coup sur la ville parce que je la détestais et je voulais partir pour aller à Milan. Mais j'ai rigolé. Non, c'est surtout qu'à un certain point, j'ai dit ça suffit de parler de Lodi. C'est-à-dire, on dirait que tout ce qui m'est arrivé dans la vie m'est arrivé parce que je venais de Lodi. Ben non. Non mais attention, c'est pas qu'on veut faire passer Lodi pour un endroit de merde, quand même. Parce que moi je l'aime et je suis fanfouline honoraria, donc absolument, je représente Lodi dans le monde. Mais oui, je vois Lodi comme un point de départ où j'aurais pu seulement en rester là tout en bas ou bien arriver vraiment haut, donc... Comme tu dis, les zones obscures. Pour moi, Lodi a vraiment été une zone obscure. Ça t'a donné envie ensuite de faire le pas successif pour rejoindre quelque chose de mieux. Oui. Moi j'habitais à Paris, je suis né là-bas. Et à 17 ans, je suis venu vivre en Italie, en Brianza. Et c'était vraiment, comment dire, beaucoup de beaux amis. Ça m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas, de la simplicité, mais je n'attendais que de partir. Oui. C'est-à-dire que sans permis, j'étais emprisonné au milieu des champs. Et donc, après quelques mois, dès que j'ai acheté une voiture, je suis parti même de chez moi. C'est sûr. J'avais trop envie de... C'était un countdown mental et ces mois ont duré une éternité. Je revois avec plaisir les personnes qui sont là-bas. Mes frères y sont restés pendant longtemps, mais pour moi, c'était important d'aller vivre une métropole, là où beaucoup de choses se passaient, où je pouvais aller me les chercher. Exact. Alors moi, par exemple, j'avais un scooter dans les champs et nous allions nous promener dans les champs pour fumer et faire des trucs du genre. Et donc, il y avait toujours ce panneau à l'entrée de Lodi où on pouvait lire Lodi jumelé avec Lodi California. Donc t'imagines, l'hiver, la brume, le scooter... Mais il y avait tellement de brouillard que genre t'avais la buée qui se glaçait sur la visière du casque. Et moi, je rêvais de la Californie. Donc pour moi aussi, ça a été vraiment... La chose bizarre, c'est qu'on rêvait tous de quitter Lodi. Et il n'y a que moi qui suis partie. C'est vraiment bizarre, non ? Mais je sais pas, c'est comme si tous les ados se disent « J'ai tellement hâte de partir de la ville » et pourtant ils sont tous restés. Et moi je suis partie. Il faut du courage, dans le sens où la famille fait le pas, et donc tu suis, mais sinon le faire toi toute seule, tu dois avoir soit les couilles, soit une opportunité qui se présente, donc c'est pas une chose si banale, si évidente. Pour moi, il faut plus de courage pour rester. Oui, avec du recul, c'est clair que... Non, c'est une question de personnalité, tu dois l'avoir en toi. Pour moi, j'ai toujours rêvé en grand. Depuis que j'étais petite, je me voyais, va savoir où. Tu me le racontes juste après parce que je voudrais partir... Revenons Exactement. Au début. En quelle année tu nais ? Moi, en 84. Ok, fille unique ? Non, j'ai 2 frères. Mon frère... T'es entre les deux ? Oui. Alessandro a 1 an et demi de plus que moi et Carlo Alberto 10 ans de moins que moi. Ah, waouh ! Même père et même mère ?
Oui, oui, oui. Carlo Alberto, c'était un peu une erreur, mais nous, on l'aime vraiment beaucoup. Non, mais oui, disons qu'il n'était pas prévu 10 ans après, mais... Raconte-moi ton enfance telle que tu t'en souviens, en commençant par l'affection, par l'amour de tes parents. Quels parents as-tu eu? Parce que je sais que ta mère est un peu l'épicentre de ta vie. Puis tu lui as donné différents rôles et tu lui as donné différentes nuances, même lorsque tu as mûri. Je sais que tu as fait un parcours, tu as compris différentes choses en devenant toi aussi mère, mais on le racontera plus tard. Mais raconte-moi quels parents ont-ils été? Comment a été ton enfance, ta paix intérieure? Si tu étais une enfant heureuse? Donc, j'ai eu une enfance très heureuse. Moi, j'étais une gamine très extravertie, donc je me rappelle que cette chose n'était pas très bien reçue chez moi parce que moi, j'étais vraiment super extravertie. Enfin, j'étais celle qui, à la maternelle, genre, espérait que celle qui devait faire Marie ne veuille plus le faire parce qu'elle avait peur. Parce que moi, je voulais faire les rôles de tout le monde dans le spectacle, non? J'étais cette petite fille-là. La première fois que je suis allée à une playdate chez ma copine, j'ai traité sa mère de salope. Mais parce que j'étais, tu sais, ces enfants qui sont tellement excités, qui ont plein d'énergie en dedans. C'est quoi un playdate? C'est quand tu vas jouer chez une copine, playdate. Ouais. Donc, je sais pas si c'était la raison. Reste que ma mère n'a jamais invité personne chez moi. Nous étions toujours moi et mes cousines. Donc, chaque fois que j'avais l'occasion d'aller genre à une fête d'anniversaire, je m'exaltais ou genre... Oui, tu sais, ces petites filles bizarres qui ont cette énergie, qui ne savent pas comment la canaliser. Tu devenais folle parce que t'étais J'avais impatiente. super hâte, mais je faisais toujours quelque chose de bizarre. J'étais toujours trop, non? Pour te faire remarquer. Mais c'était même pas pour me faire remarquer. On parle vraiment de... Je sais pas, quand j'avais 4 ou 5 ans, non? Donc, avec le recul, quand je vois genre ma fille, ma deuxième, qui est un peu comme ça, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que quand t'es comme ça et qu'on te fait sentir que ça va pas, d'être comme ça, tu te sens bizarre, non? Mais tes parents te faisaient sentir importante? Alors, certainement. Oui, oui. Donc, mon père travaillait tout le temps, Ok. toujours au travail. Déjà, le matin, il travaillait dans la distribution des journaux et nous habitions au-dessus de l'entreprise familiale. Donc, lui, il était toujours au bureau, de, je sais pas, 7-8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Ma mère était toujours énervée à cause du fait que mon père n'était jamais là. Et donc, moi, ça me frappait et je remarquais qu'elle lui reprochait et je remarquais les disputes, les trucs, non? Et donc, c'est pas qu'ils ne me faisaient pas sentir importante, c'était qu'ils étaient occupés avec leurs problèmes. Avec le recul, je le vois, hein. C'est-à-dire que mon père était occupé à travailler et ma mère était inquiète pour mon père, non? Et donc, je remarquais ce truc. Le moment où je me sentais la plus importante, c'était quand on sortait de la maison, qu'on allait, je sais pas, se balader, se pavaner sur le Corso Roma. Ce genre de trucs. Ou à la laverie. Ces trucs normaux qu'on fait en province. Quand vous sortiez? Alors les gens arrêtaient ma mère et disaient « Quel bel enfant !» Et alors, ma mère, vraiment, tu la voyais, Très fière. tellement fière. Et ce point est ressorti en thérapie quand j'ai grandi, parce qu'après, quand je suis devenue mannequin, j'ai vraiment vu que ma mère était... C'est-à-dire que je reconnaissais l'amour de ma mère quand on reconnaissait ma beauté. Du coup, j'ai commencé à avoir des doutes si ma mère m'aimait vraiment ou si elle aimait le fait qu'aux yeux des autres, je sois belle et donc j'étais un peu une chose à montrer aux gens. Voilà. Donc tu te souviens des moments d'attention, de fierté de ta mère, en présence d'autres personnes, quand il te faisait un compliment, mais jamais en face à face, où elle te disait quelque chose, où elle te donnait ses attentions. Non, parce que justement, dans l'intimité, quand on était seuls, moi, j'étais cette gamine super expansive, super qu'elle ne savait pas trop gérer, parce que je n'étais pas comme elle, quoi. J'étais pas une gamine normale. Et peut-être que ce manque d'attention t'a mis en position de Oui. vouloir exister dans d'autres contextes, donc dire « je suis là, j'existe Je te dis pas les circonstances dans lesquelles c'est ressorti. C'est-à-dire, à part dans le contexte du travail, non? Mais aussi dans les relations avec les hommes. C'est sûr que ça m'a pas bousillé. ». Mais Oui, attends, là on revenons au saute début. les étapes. C'est clair. Ok. Donc ça, ok, c'est ton enfance. Je t'ai entendu dire dans une interview que tu avais des parents très radins. Ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu l'as dit? Comment tu l'as vécu cette chose? Non, dans le sens qu'après, j'ai grandi et je me suis rendu compte que mes parents avaient de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme si on n'avait pas d'argent.
Je sais pas, tout était difficile. Genre, je peux aller au cinéma avec mes copines? Mamie. Par exemple, moi, Titanic, je l'ai vu qu'une seule fois, alors que mes copines, elles l'ont vu une Mais parce dizaine de qu'il ne fois. voulait pas te faire sortir, il veut te garder à la maison ou pour l'argent? Bah, eux, ils mettaient beaucoup sur le compte de l'argent. Genre, je sais pas, les trends, moi, je pouvais pas les suivre, les trends. Du coup, regarde maintenant à quel Et point je suis maintenant, tu te trendy. déchires. Mais moi, t'es les trends, défoulé. je pouvais pas les suivre parce qu'ils m'achetaient rien, quoi. Donc, il ne te finançait pas la possibilité d'acheter ce que tu voulais. Et pourtant, si j'y repense avec du recul, je me rends compte que d'autres parmi mes amis, qui avaient peut-être moins de possibilités économiques, au contraire, ils avaient toujours les choses que tout le monde avait, je sais pas. C'était pas quelque chose que je voulais plus que les autres. C'était juste que tu voyais tous les jeunes de ton âge avoir les mêmes choses. C'était le benchmark et toi, t'avais moins que les autres. Et moi, j'avais moins que les autres. Et après, je me suis aperçue qu'ils étaient radins quand j'ai grandi, parce que j'ai dit, de l'argent, ils en avaient, en fait. Ma famille était aisée, et donc Mais rien. peut-être que ça t'a appris quelque chose de positif, d'être parcimonieuse avec l'argent que t'as gagné ensuite, ou tu t'es défoulé au contraire. Tu t'es défoulé Oui. au contraire. C'est souvent comme ça. Absolument, oui. L'adolescence, comment ça se passe? Je veux dire, raconte-moi s'il y a eu des moments de ton enfance où tu commences à connaître des démons, à dérailler un peu plus que ton standard. Raconte-moi. Ma mamie. Considère qu'à l'école primaire, j'étais bonne. Mais j'étais très Hyperactive. surexcitée. Au collège, au contraire, j'étais vraiment une ringarde. J'aime pas ce mot, mais je peux me le servir à moi-même, hein, l'utiliser pour parler de moi. J'étais un peu, tu sais, la période un peu étrange, physiquement aussi. J'avais ces boutons avec du pu, toujours, genre là et là. Et j'avais T'étais toujours mal les dans cheveux ta gros. peau. T'étais pas... Non, ça m'intéressait pas trop même. Mais en effet, je me rends compte que j'étais pas cool, je m'en suis rendu compte à travers les yeux des autres. Donc j'étais jamais la nana cool. J'étais assez marginalisée, disons. Mais moi, je jouais encore avec les poupées, les Barbies, encore au collège. Au collège, entre autres, j'allais à l'oratoire, comme plusieurs font. Après, j'allais au Grest. Et après, j'allais genre en vacances avec Ok, l'oratoire. les en excursions. été. Ah, ok. Oui. En fait, même dans ces contextes, j'étais pas cool. Ça en dit long. Mais donne-moi un exemple. Alors, je te donne un exemple. On part en vacances à la montagne avec l'oratoire Ok. pendant 2 semaines. Quel âge? 12 ans. Genre, l'alarme anti-incendie se met à sonner en pleine nuit. Ils évacuent l'hôtel. Personne s'est rappelé de moi. Donc moi, je dors profondément encore aujourd'hui. Moi, je me suis pas réveillée. J'ai dormi et j'en ai rien su jusqu'au matin, après quand tout le monde parlait de ce truc. Et tout le monde riait du fait que personne s'était aperçu de moi. Ils s'en sont rendus compte après, quand ils sont rentrés dans la chambre et que moi, j'étais encore au lit. Tu comprends? Ok. Je pourrais pleurer maintenant, mais je ne pleurerai pas. J'ai déjà assez pleuré avec ma Et tes parents, thérapeute dans ce lorsqu'ils ont truc. entendu ça, ils t'ont engueulé? Non. Mais non, ils en ont rien su parce que nous, on n'avait pas un grand dialogue, on se parlait pas trop. C'était une chose que je voulais te demander. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de face-à-face par manque de temps, ton père travaillait, ta mère était peut-être focalisée sur le fait que ton père n'était pas assez présent. Mais comment était le dialogue? Dans les conneries et dans les bons moments? Tu te souviens de grands discours faits avec tes parents? Non, nous, on ne se parlait pas. Et quand tu faisais une grosse connerie, comment ils l'affrontaient? Punition, écrit. Directement punition sans t'expliquer comment t'aurais dû le faire? Oui, en fait, ou je m'en souviens pas. C'est possible aussi que dans ma version mentale des faits, avec ma mémoire sélective, j'ai décidé de l'oublier. Mais moi, une chose dont je me suis rendu compte quand je suis devenue mère, c'est que jamais mes parents, quand j'étais ado ou enfant, m'aient jamais demandé comment ça va. Moi, au contraire, je le fais tous les jours. C'est-à-dire que je vais chercher ma fille à l'école et je lui dis « Comment tu vas? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Quel a été ton moment préféré de la journée ?» C'est-à-dire que j'essaie de dialoguer un peu, mais plus pour savoir comment elle va, elle. Alors que le dialogue avec mes parents était plus du genre, je sais pas, t'as eu un contrôle, quelle note t'as eu? C'est-à-dire que c'est juste Le sur côté pratique. les trucs pratiques, les résultats. Même là, tu sais, quand je te disais genre que l'amour de mes parents était relatif ou que celui de ma mère était relié à mon aspect physique, il l'était aussi beaucoup à mes résultats à l'école. Ok. Donc, à un certain moment, quand je suis devenue ado, j'ai compris que si je réussissais bien à l'école, après je pouvais faire toutes les conneries que je voulais. Et en fait, c'est comme ça que s'est passée mon adolescence.
C'est quand la première fois que tu dérailles dans l'adolescence? C'est-à-dire dérailler, ça signifie la typique bonne fille qui connaît les périmètres, les limites des conneries. Quand est-ce que tu fais la bêtise un peu plus grosse que les autres, où tu commences à sentir le parfum de la transgression? Je connais déjà très bien le moment. Ça a dû être le premier ou le deuxième samedi de ma première année de lycée, quand j'ai commencé le lycée en gros. Ça a été le premier samedi de ma vie où je suis sortie le soir. 15 ans. 14 ans. À 14 ans. Oui, mon frère, 1 an et demi, il était 2 ans au-dessus dans la même école, donc je suis sortie avec lui le premier samedi soir. Je sors, ils me font boire. Un garçon en particulier me fait boire une bouteille de limoncello. Mais vraiment, genre, tu sais, peer pressure. Une entière? Bois. Pas mal. Si c'était pas Pas une mal, entière. ok. Hein. Beaucoup. Et après, il me harcèle pratiquement, dans le sens où il commence à me toucher Et ça comme ça. n'était jamais arrivé que tu te fasses toucher par un homme? Non. J'avais peut-être embrassé quelqu'un, peut-être que j'avais roulé une pelle. Et ce soir-là, ça a été le premier soir où d'aller à la messe le matin avant le collège. Je vais à une fête et tout ce truc-là arrive. Et ma mère me trouve éclatée dans les rues de Lodi. Et donc j'étais... Je sais pas comment je me suis retrouvée perdue au milieu de Lodi, en pleine rue. À la fin, elle m'a retrouvée au milieu Parce de la que nuit. tu avais un couvre-feu. Tu ne reviens pas et elle vient te chercher. Elle commence à me chercher, mon frère rentre sans moi, sans savoir où je suis, hein, etc., etc. Et au lieu de me dire plus jamais, genre le lendemain, genre je fais pratiquement un pacte avec moi-même que je serais devenue une mauvaise fille. Parce que quelle réaction as-tu quand il s'est passé cette chose cette nuit-là? Tu t'es senti salie ou ça t'a illuminé dans un monde que peut-être tu n'aimais pas comme ça, mais tu voulais découvrir à ta façon? Non, moi je pense encore aujourd'hui que j'ai un genre d'allergie aux drogues, à l'alcool. Donc moi j'ai un problème de dépendance aux drogues, à l'alcool, et ce jour-là en a été la preuve. Parce que pour moi la dépendance, c'est faire usage de drogue, d'alcool ou de n'importe quoi d'autre, malgré les conséquences. Et donc c'est vraiment la preuve que j'ai un problème, qui va au-delà de... Tu sais, surtout en Italie, ils essaient de te faire passer comme si c'était un problème de valeur, non? Genre, la Mélanie. Non? Maintenant, on va tous les redresser, c'est drogué, etc., etc., non? Et pourtant, c'est pas comme ça. C'est un problème, une maladie, en fait. C'est comme un... Il y a les maladies mentales, parmi lesquelles il y a la dépendance. Et donc moi, malgré cette expérience horrible, parce que quand même, on a abusé de moi, je me suis sentie mal physiquement, quoi. T'es en train de parler de l'expérience à 14 ans. Ok. Oui. Malgré ça, à partir de là, j'ai senti le besoin de continuer à boire, à me droguer, etc., etc. Quand tu parles de droguer, t'avais jamais essayé avant? L'alcool, drogue? Non. C'était la première fois? Oui. Là, en plus, t'avais exagéré. Mais ça ne t'avait pas fait peur d'avoir vomi, d'être malade? Rien. Et donc, comment tu continues? Je continue. Mais raconte-moi des épisodes. Tu continues, c'est-à-dire que tu le fais de manière récurrente? Toujours. Du matin au soir, tous les jours, pendant des années, des années, des années. Tous les jours? Oui. Même boire? Oui. Ok. Drogue? Mais quel genre de drogue tu connais? Déjà à cet âge? Oui. Même la cocaïne à 14 ans? Oui. Considère que mon copain, à cet âge, était le dealer de Lodi qui a été arrêté plusieurs fois et qu'il se retrouvait à la une du journal local de Lodi. Citadino di Lodi. En plus, mon père distribuait les journaux. Donc je me rappelle le jour où mon copain a été arrêté. C'est ton père qui t'a passé le journal. Il est monté après l'école, il est monté au déjeuner avec le journal et il a dit « Ça, c'est celui qui vient te chercher tous les jours. » Eux, ils soupçonnaient quelque chose à propos du fait que tu consommais de la drogue et de l'alcool ou pas du tout? À cet âge-là, oui, mais c'est ce que je te disais. Moi, à l'école, j'étais super bonne et donc je disais « J'ai fait ce que je devais faire. Je fais ce que je dois faire. » Oui. Et donc, je m'éclipsais les week-ends, je rentrais pas, ma mère désespérée. Donc, ils te laissaient beaucoup de liberté. Non, mais je la prenais. Une fois, mon père m'a mis à la porte parce qu'il en pouvait plus. Et moi, genre, waouh, super, je peux m'enfuir de la maison. Tant mieux. Il m'a mis à la porte. Et donc, ma mère, après, je sais pas, à 10 jours, je t'en prie, rentre à la maison. Et moi, bon, si vous y tenez vraiment, j'avais tellement faim après 10 jours à la porte. Et étant donné qu'il ne te laissait pas d'argent, comment tu te permettais cette vie-là? Parce que ton mec avait la matière première? Oh yes. Ok. Mon copain me donnait de l'argent, des cigarettes. J'étais super bien, quoi.
En fait, je faisais vraiment boss de la situation. T'étais une bad girl incroyable. Et donc, cette belle vie que je faisais, qu'à cette époque, je pensais vraiment que c'était la meilleure vie que je pouvais avoir, disons qu'ils l'avaient aussi tous, mes amis. Du coup, j'avais tellement de cigarettes que personne ne s'achetait de cigarettes, et donc tout le monde fumait mes cigarettes ou mes joints. J'avais un tas de monnaie, j'offrais le café à mes amis aux distributeurs. Et pour te dire, mais moi, super boss. Et donc j'ai résolu le problème comme ça, tu comprends? Toi, à cette époque, les 5 années de lycée, plus ou moins 14, 18, Oui. 19 ans, tu t'en souviens avec du bonheur? Parce que c'est pas un mal, c'est une expérience de vie, parce que c'est peut-être après ça que tu as appris beaucoup de choses et tu as pu affronter la vie de façon plus mature. Je te le demande parce que en ayant des enfants, je me souviens qu'une fois j'étais en Thaïlande, en vacances, il y a genre 4, 5, peut-être 6 ans, et ma fille, maintenant elle a presque 20 ans, Oui. et donc on parle de joints. Et la seule façon, la meilleure façon d'aborder le sujet avec elle, c'était lui dire « Sache que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de fumer des joints. C'est pour Sûr, me mettre bien à un sûr. niveau tel qu'elle ne se sente pas mal à l'aise et qu'elle puisse me poser des questions très ouvertes. » Et elle me dit « Vraiment? T'as vraiment fumé des joints ?» Elle était... Sous elle le était... Oui, assez. Mais je lui ai raconté ça comme une chose normale, pour la Bien mettre sûr. à l'aise, pour lui dire, écoute, quelle que soit ta question, pose-la moi parce que la vie doit être vécue. Et moi, je te raconte des choses, et puis si tu voudras vivre les mêmes expériences, tu le feras. Parce que plus tu montres une chose comme un tabou, et plus, probablement, tu lui donnes envie d'essayer, et peut-être d'aller au-delà. Donc pour moi, c'était une façon assez intelligente et mature d'aborder le sujet. Moi, je suis d'accord avec toi. Exact. Donc il ne faut pas avoir honte de ça. Ça fait partie de ta vie et au moins tu as Non, des attends. sujets à partager avec tes enfants. Parce que si ta fille écoute cette interview, si elle le fait, Non, elle mais le elle fera. sait déjà tout. Ouais, voilà. Donc comment tu as géré le sujet avec elle, Oui, la oui, plus oui. grande? Moi, j'en parle de façon super relaxe avec elle, hein. Exactement pour cette raison. C'est-à-dire que je lui en parle de façon relaxe aussi pour lui faire comprendre que c'est pas si génial. Je sais pas comment te dire. Du coup, voilà. J'ai aussi été critiquée parce que quand j'ai dit que j'allais au rave, etc., il disait « Mais comment oses-tu avec des followers si jeunes, etc., etc. Tu donnes le mauvais exemple. » Mais d'après moi, le fait que j'ai grandi dans un environnement du genre « Tu peux rien faire, tu peux rien faire ». Tu sais, genre, je sais pas, j'allais à la paroisse au collège et j'étais toujours celle qui devait rentrer avant. Je peux aller au ciné? Non, tu peux pas. Parce que, je sais pas, tu es allé le mois dernier pour te dire. C'était toujours non, 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 non. Maintenant, c'est certainement pas que ça. Moi, je crois que j'ai une allergie aux dépendances, ok? Mais tu sais, moi, je veux être l'opposé. En tout cas, je tente cette expérience avec ma fille parce qu'avec moi, le prohibitionnisme, ou bien dire mon Dieu, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis de la même école que toi. De l'affronter et d'en Oui. parler. Moi aussi, j'étais fils d'une foire au non. Et donc, dès que tu as un moment de liberté, tu fais tout avec les intérêts. Parce que c'est toujours non. Et donc, moi, j'avais des parents très aisés. Et je volais des scooters, mais juste pour la sensation de le faire. Et oui, parce que c'était toujours non. Et donc, vivre une vie si plate Oui. et ennuyeuse. Je fréquentais beaucoup de personnes un peu criminelles à cet âge-là. Parce qu'elles m'attiraient plus que les fils de Oui. riches qui étaient super ennuyeux. Parce que j'étais Bien toujours sûr. dans le périmètre du non, donc tu deviens curieux. Bien sûr. C'est même une curiosité qui des fois est dangereuse, parce que tu te dis, mais moi cette chose, je l'ai jamais Bien vécue, sûr. je l'ai jamais vue, laisse-moi explorer. C'est sûr. Je ne comprends pas une chose que tu m'as dite. L'allergie aux dépendances, ça veut dire quoi? Je comprends pas si l'acception est positive ou négative. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne t'appartient plus? Non. Moi, ça fait 9 ans que je ne bois pas d'alcool, que je ne prends pas de drogue. Et quand tu le faisais, t'aimais ça? T'étais dans un état d'esprit de bonheur, de divertissement? Ou tu te souviens aussi de moments de déprime, négatifs, où t'as été mal physiquement pour cette chose? Souvent, je me suis sentie très mal. Mais tu ne t'arrêtais pas. Non, malgré ça, je m'arrêtais pas. Après, en réalité, justement, moi, quand j'étais jeune, je me sentais super cool pour ça. Mais justement parce que tout le monde vivait une vie normale, alors que moi, je sentais que je faisais une vie dangereuse, et j'aimais ça. Et quand j'étais jeune, moi, je disais, je veux même pas vivre jusqu'à 30 ans. Quel loser, cela. Et donc, j'étais exactement ce truc-là. Ça m'excitait, et j'en étais fière. Mais il y a eu beaucoup de moments où je me suis sentie mal, où je devenais parano, c'était pas toujours amusant, quoi. Donc t'étais une rebelle anarchique à 100%. Oui. Tu termines l'école, donc t'as dit, moi à l'école, malgré le fait que je sois Dr. Jekyll and Mr. Hyde, tu faisais ce qu'il fallait, Mhm. tu te diplômes, c'est ça? J'obtiens le bac, mon diplôme. Et qu'est-ce que tu fais après? Et après, il y avait cet été, justement, il y avait les tests d'entrée pour l'université.
Moi, j'étais tombée en scooter quand j'avais 15 ans. Le système de santé publique italien, après 3 ans, il m'appelle cet été-là, l'année où normalement j'aurais dû m'éclater pour m'opérer au genou. Donc pendant que mes amis s'amusaient, qu'ils allaient dans des festivals, etc., moi je suis à la maison pour me remettre et j'étudie pour passer les tests de l'université. Je passe tous les tests et ils me prennent au Polytechnique et ils me prennent à Brera pour un truc expérimental, un cours pour lequel ils ne prenaient que 10 personnes. Je le dis parce que je suis vraiment fière de ce truc. Et là, mes parents, de nouveau, disent « ça ne nous intéresse pas, ils t'ont accepté au Polytechnique, Polytechnique égale maîtrise, et donc tu dois aller à l'université. » Mais ce truc m'a ruinée parce que je devais aller à Bovisa. À Bovisa, il y avait le Malamanera, qui était une maison occupée super cool, et donc à la fin, à l'Uni, j'ai dû y aller, 3 jours peut-être, et j'ai commencé à dormir au Malamanera. Dans une maison occupée? Oui, dans un squat. Ah, dans un squat. Jusqu'à ce que quelques-uns d'entre nous occupent un autre endroit sur rue 40 ou 42. Et moi, j'étais une raver. Et donc, on faisait des raves. J'étais pas très politisée. Dans le même building, dans le même immeuble? Oui, parce que sur la rue 40 ou 42, il y avait un building genre maison. Et puis, il y avait 3 hangars. Et donc, on faisait vraiment des raves là-dedans, par nous-mêmes, quoi. Okay. Le max de la vie. Et rien. Donc, c'était ma période squat. Rave, etc., etc. Jusqu'à ce que je débute comme mannequin. C'est vraiment ce travail qui m'a sauvée, quoi. À l'université, tu as été inscrite seulement pendant 1 an. Oui. En gros, tu as fréquenté un 40e du temps. Oui. Et tes parents savaient que tu vivais à cet endroit? Oui. C'est-à-dire que je rentrais plus à la maison parce que donc, moi... ils se sont un peu résignés, eux. C'est-à-dire que tu étais tellement rebelle et forte peut-être caractériellement que tu les as un peu dominés. Ils ne réussissaient plus à maîtriser leur fille. Oui. Considère que moi, donc j'avais pas de maison. C'est pas qu'ils m'avaient loué l'appartement à Milan pour aller étudier à Milan. Et donc, ils ne me voyaient plus du tout rentrer à la maison. J'ai commencé par 1 jour, puis 2, et je ne rentrais plus. Et une fois de temps en temps, je rentrais genre, je sais pas, le vendredi soir pour prendre une douche et manger tout plein. Parce que ça a été des années de famine. Et oui, ils s'étaient un peu résignés. Mais tes frères, ils te disaient quoi? Alors mon frère le plus grand, lui, pendant ce temps, il étudiait jurisprudence à Parme et nous étions très proches l'un de l'autre. Et lui, il venait aussi au rave, mais lui, justement, il avait une double vie. Parce que c'était un super bon étudiant de droit. Et après, on se voyait au rave le week-end. Il me trouvait sympathique et donc on rigolait beaucoup, non? Il était un peu... Tu en parles au passé parce que c'est plus comme ça? Bah lui, aujourd'hui, il est notaire. C'est comme si lui, genre, de ces 2 vies, il avait choisi la vie, celle-là. Et lui, il te catalogue comme si la vie que tu menais était un peu criminelle? Non, je veux pas lui mettre ça sur le dos. Hein. Tu sais, c'est peut-être plus que je pense qu'il pense de moi. Okay. Parce que moi, j'ai toujours été celle étrange. Vous êtes jamais confronté par rapport à ce sujet? Non, on ne s'est jamais confronté sur le sujet. Donc il y a une relation froide? Non, on n'a pas un rapport froid, sauf qu'on était vraiment les meilleurs amis. En ce moment, vous êtes un peu distant. Oui, on est un peu loin du point de vue géographique aussi. Quand tu le croises, peut-être quand tu viens en Italie, où vous voyez, ou vous serrez dans les bras, ça marche comment? Oui, il faut pas croire, on se fait des câlins, mais lui, il est vraiment toujours au travail, un peu comme mon père, genre. En fait, lui, il tient de mon père, on n'a jamais parlé de ce truc-là, mais c'est vraiment un workaholic, non? Et donc, les dépendances, moi, drogue, alcool... Accro au travail. Yes. Mais t'aimerais affronter ce sujet pour revenir quand même à cette union émotionnelle? Ça serait tellement émotif que je me le skip toujours, et donc oui. C'est-à-dire dans le sens que j'ai fait tellement de travail ces dernières années. Sur toi? Sur moi, aussi avec ma mère, etc., qu'actuellement je suis tellement heureuse que je n'ai plus envie de faire un travail qui me suscite des émotions fortes. Et donc, genre, maintenant, j'aurais pas envie d'aborder ce sujet, mais un jour, oui, ça me ferait plaisir. Parce que je ne pense pas que ce soit un chemin. Je pense que c'est juste une seule rencontre où, de manière très simple, tu lui dis ce que tu voudrais. Donc, il n'y a pas de « toi, t'as fait ci, ça, c'est de ma faute, ça, c'est de la tienne ». C'est « j'aimerais beaucoup que tout puisse redevenir comme avant ». Une simple phrase. Oui, tu as raison. Sauf que, ayant échangé avec beaucoup de personnes, je peux juste contrôler ma propre part. C'est-à-dire que je ne suis jamais prête à la réaction de l'autre personne. On pense toujours qu'au moment où on est prêt à s'excuser, à reconnaître nos erreurs, etc., l'autre personne va être prête, elle aussi. Mais malheureusement, l'expérience m'a appris que très souvent, l'autre personne réagit de manière forte, pas forcément avec le même niveau de conscience que toi, et donc tu en souffres. Et c'est justement ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'évite.
J'ai peur de voir sa douleur. J'ai peur de voir à quel point j'ai pu lui faire mal. Ok. Mais peut-être qu'au lieu de continuer comme ça pour toute une vie, à un certain moment vieillir, te rendre compte que Non. vous ne vous l'êtes jamais dit. Mon cœur, j'ai 38 ans. Je le sais très bien. Et non, et tu pourrais Il y a vivre encore encore le 50 ans peut-être dans le mood de l'amour avec lui. Non, non, non. Pour autant que soit possible le temps que Oui, vous oui. avez à vous consacrer. Non, je suis convaincue que ce moment arrivera, hein, vraiment. Et maintenant, dans ma vie, il y a tellement de choses fortes que je vis, genre, je sais pas, le mois prochain, je vais subir une double mastectomie, etc. Donc, Je sais pas ce que ça veut dire. je me fais enlever les seins. Et donc, j'ai pas envie, tu comprends? Je veux dire, la vie est comme ça. Dans le parcours, pour bien vivre, le parcours de guérison, à mon avis, il faut faire des baby steps. Quand t'es prête, t'en fais un petit peu. C'est-à-dire que tu dois pas te forcer à faire tout de suite, etc., etc. Parce qu'après, ça devient vraiment lourd. Et moi, quand tu dis, genre, tu t'en souviens comment de ces années? Reste que ces années où j'étais ado et je faisais tous ces trucs, pour peu que je puisse y penser comme « Ah, comme c'était drôle, comment s'amuser !» Mais en réalité, au fond de moi, je m'en souviens. Si je pense à moi, à l'âge de ma fille, en train de faire certaines choses ou d'être harcelée ou violée à une rave, c'est pas si drôle. C'est plus genre une façon d'éviter d'affronter la douleur, non? Mais j'ai tellement de douleur en moi que je dois faire très attention à la manière dont je la gère, avec douceur et précaution. La guérison aussi doit se faire petit à petit, au bon rythme, etc. Et mon frère, on a été les meilleurs amis depuis notre naissance, si proches en âge. On a vécu tant de choses ensemble. Le fait que la vie nous ait un peu éloignés me fait très mal. Mais je suis sûre que ça lui fait encore plus mal. Et donc, en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour l'affronter. Parlons de l'autre, du plus petit. Oui. Et avec lui, comment ça se passe? Ah, avec mon petit frère, on a une très bonne relation. Bien sûr, la distance complique les choses, surtout que je suis pas vraiment à l'aise avec les téléphones et tout ça. J'y arrive pas. Tu ne réponds pas? Ah, Spät. Non, c'est pas que je réponds pas, mais même avec ma fille aînée qui vit à Paris, ce n'est pas qu'on se parle tous les jours de façon régulière. Je sais pas, je n'arrive pas vraiment à m'y connecter. Mais bon, lui, c'était le petit chiot que j'allais chercher, toute prête, en voiture, musique à fond, à l'école primaire. Pour lui, c'était genre l'héroïne. Personne n'avait une sœur aussi cool, hein. Enfin voilà. Sinon, on a une super relation, je suis vraiment fière de lui et on se voit dès que je viens à Milan pour travailler. Que travail fait-il? Il est designer de lunettes, donc senior designer. Il a 10 ans de moins que moi, donc c'est un excellent créatif et je suis très fière de lui. Quand tu vivais dans ce squat, tu m'as dit Oui. que tu avais commencé à faire le mannequinat cette année-là. Oui. Comment ça se passe? Eh bien, voilà comment ça se passe. Un autre de mes petits amis se fait arrêter. Bah, quel film regardais-tu quand tu étais petite? Je suis curieux. La haine était mon film préféré. Celui avec Cassel. Ok, d'accord. Oui. Je regardais pas beaucoup de films, j'étais très occupée à faire d'autres choses. Ok, Mais celui-là, j'ai dû le voir 50 fois. ok. Quelle musique tu écoutais seulement comme ça, à part dans les raves, toi personnellement? Non, personnellement, j'écoutais toujours du reggae. Du reggae ou de l'afro. En fait, j'allais toujours au... Comment ça s'appelle? Peut-être, tu sais... Tu connais ce magnifique festival près de Houdin où tout le monde venait? Alpha Blondie, Bob Marley... Non, Bob Marley, non. Peut-être... Ce bon, monde-là. les Wheelers. Oui, ce genre de truc. J'aimais vraiment beaucoup. Ok, donc tu faisais aussi des déplacements pour la musique. Ah oui, avec les raves, les gars. J'allais partout. Je prenais les trains, je parcourais toute l'Italie. Oui, oui. Tu sais, quand c'est un objectif pour le week-end, oui, je faisais aussi des longs trajets. Pratiquement, à un moment donné, Milo, qui était mon petit ami, et d'ailleurs est peut-être le seul de mes ex à qui je souhaite encore du bien de tout cœur. C'était le petit ami de la première page que ton père t'a montré? C'est celui qui venait te chercher? Non, non. Ah, c'était un autre petit ami. Celui avec qui j'ai squatté. En fait, pendant cette période, c'était Milo. Et non, Milo a été arrêté pour avoir frappé un néofasciste dans un train. Et il avait arrêté, lui, et fait des martas qui traînaient tous ensemble. Et toi, en tant que femme, à cette époque, quand tu voyais quelqu'un frapper un autre, tu le voyais comme un mec avec des couilles ou ça dérangeait? Moi, je frappais beaucoup aussi. Hein. J'étais assez violente. Hein. Après, bon... Des femmes ou des hommes? Des femmes.
Ouais. Tu frappais dans le sens où tu provoquais ou tu te défendais? Tu te lançais dans Non, le... je provoquais. Tu provoquais. En fait, la plupart du temps, c'était moi qui finissais par me faire frapper. Mais c'est moi qui Ok. commençais. C'était terrible. Oui, cette époque-là. C'était cette période où j'étais vraiment en colère, donc me parle pas mal. Ouais, tu avais de la colère, de la rage à l'intérieur. Oui, je n'attendais que ça, que quelqu'un me provoque pour commencer une bagarre. Milo était en résidence surveillée parce que c'était une période un peu morte. Moi, j'essayais de gagner un peu d'argent l'été pour avoir quelques sous. Et je me souviens que j'avais fait un travail d'hôtesse dans les supermarchés, tu sais, celles qui viennent te casser les pieds et te demandent « Tu veux essayer la crème ?» dans le supermarché, tu vois. Ouais, bien sûr. Je vais chercher mon salaire pour ce travail et ma maman m'accompagne à Milan pour m'acheter des vêtements, ok? Du coup, pour ce trajet, on va d'abord chercher l'argent. Quand je vais chercher mon argent, cette fille me dit « Ah, tu dois absolument aller voir ces gens parce que toi, tu dois faire le mannequinat. » Et à l'époque, je te dis même pas dans quel état, même physique, j'étais. Je mangeais très peu parce qu'on ramassait de la nourriture dans les marchés, tu sais, les légumes qui jetaient, en gros, on mangeait ce qui tombait. J'étais hyper maigre, super pâle, même si c'était l'été. J'avais le carré court avec la tête rasée, le piercing au septum, cheveux blonds, mais fait maison avec de l'oxygéné, je veux dire, j'étais vraiment imprésentable. Du coup, voilà, je suis allée. À ce moment-là, ma maman était tellement désespérée. Quel âge as-tu? 19? Oui, 19-20. Ok. Ma maman était tellement désespérée qu'en dépit du fait que pendant mon adolescence, tout le monde me demandait de faire du mannequinat et qu'elle disait « Non, elle doit finir le lycée », à ce moment-là, elle était tellement désespérée qu'elle a dit « Allons-y, allons voir ces gens ». On est allé voir ces gens et littéralement, ma carrière a commencé tout de suite. Je n'avais rien à faire parce que Milo était en résidence surveillée. Donc je dis « D'accord, je vous donne tout l'été ». C'était peut-être en juin parce qu'en septembre, je voulais aller squatter à Barcelone et faire une école de couture parce que j'aimais faire des vêtements. Et après une semaine, je faisais, je sais pas, le lookbook de Valentino. Après 2 semaines, j'ai fait ma première couverture et après très peu de temps, j'ai commencé à travailler avec Dolce & Gabbana, avec qui je travaille encore aujourd'hui. C'était une marque que tu admirais déjà petite, que tu rêvais de voir, que tu regardais? Oui, mon père avait tous les magazines à la maison, tu vois. Donc j'avais toutes les campagnes de Gisèle, de Dolce & Gabbana accrochées dans ma chambre. Dans ta chambre, Ouais. oui. Quand tu dis je voulais aller squatter à Barcelone, Oui. comment on s'organise pour squatter? C'est-à-dire que tu fais un voyage, mais tu sais déjà où tu vas parce que tu as des amis qui vivent dans une maison occupée? Parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens qui allaient squatter à Barcelone, parce qu'à Barcelone, les lois sont comme ça. C'est très difficile, une fois que tu occupes un appartement, de te faire virer. Ok. En plus, les Espagnols sont relax. Donc voilà, le plan était ça, pas d'aller en sachant déjà ce qu'on allait squatter, mais d'y aller, peut-être rester chez quelqu'un jusqu'à ce qu'on trouve. C'est-à-dire que les seuls frais que tu as, c'est le voyage, parce qu'ensuite, pour manger, pour dormir, tu dépenses rien. Mais même le voyage, nos voyages étaient toujours dans le camion de quelqu'un, tu vois. C'est de l'autostop? Non, notre communauté était composée principalement de ravers, donc beaucoup de nos amis avaient des camions, même de grands camions qu'ils transformaient en maison. Et ils se construisaient une maison à l'intérieur d'un camion et ils voyageaient comme ça. Donc oui, on serait probablement partis dans l'un de ces camions et on serait allés tous à Barcelone pour squatter. Comment le sexe était-il vécu dans ce monde? Parce que ça me rappelle un peu le monde des hippies modernes, non? Ce que tu me racontes. Où c'était beaucoup sexe, drogue et rock'n'roll. Non, Rien? beaucoup de drogue, peu de sexe. Il y Pas avait du envie sexe, de- mais c'était... C'était moins important, c'était plus pour Oui. se défoncer. Quand tu es perturbé... T'as non. pas envie. Donc, concernant ton début de carrière de mannequin, tu dis que tu vas avec Oui. ta mère dans une agence. C'est Oui. la même avec laquelle tu travailles encore aujourd'hui? Oui. Ah, cool. Et comment ça se passe la première rencontre? T'arrives là-bas et... Et il... Je veux dire, tu ne savais il fait même une pas comment grimace bouger. que si un officier faisait une grimace comme ça, avec ma fille maintenant, je lui donnerais un coup de poing dans la figure parce que... Tu dis mec! Et non, alors il dit « Oh mon Dieu, où étais-tu jusqu'à aujourd'hui ?» Pourquoi tu dis qu'un type comme ça faisait un peu le dragueur? C'est-à-dire dans le sens que tu ne voulais pas que... Il faisait un peu cringe, c'est-à-dire Ok. tu te dis... Un peu too much. Mais j'avais 20 ans, pour moi, maintenant que j'y pense, une personne de 20 ans, c'était une Mais devant enfant, ta non? mère Je sais pas. Oui, Donc c'était C'était inoffensif, inoffensif, cette oui. histoire. Donc il te fait plein de compliments, donc il est chaud. oui. Et comment ça se passe après? C'est-à-dire, après il t'appelle, il te propose immédiatement un travail? Non mais explique-moi vraiment, fais-moi un Alors non, au tutoriel, début, parce tu que dois je sais pas passer comment des ça marche. castings. Heureusement, ma carrière a bien commencé car j'ai dû faire genre 10 jours de casting parce que Milo habitait à Zelo Buon Persico, qui est très loin. C'est un endroit? Oui, Ok. c'est en dehors de Milan. J'étais chez lui et en plus, je ne pouvais pas être là. Donc, quand les policiers arrivaient, je devais me cacher. Voilà.
parce qu'il était en résidence surveillée. Mais moi, je restais chez lui, je prenais le scooter et j'allais faire mes castings. Tu te rends compte? C'était genre 1h30 en scooter pour arriver à Milan, dans les champs. Je me souviens qu'une fois, mon scooter est tombé en panne. J'ai dû le pousser. Des trucs où tu te dis, mais comment je faisais, je sais pas. Mais oui, j'allais faire mes castings avec le scooter et voilà. Alors les castings, c'est la chose la plus horrible du monde. Oui, avec le book. Et comment tu t'es senti lors de ton premier shooting? Tu étais à l'aise? Tu savais comment te comporter? Oui. Ok, tu l'avais déjà en toi. Je l'avais déjà en moi depuis la maternelle, tu te souviens? Ok. Oui, en fait, je me suis jamais gênée. Pour être honnête, je me suis jamais gênée de rien. Donc oui. Tout était naturel. Oui, tout naturel. Donc faire des castings, ça veut dire que dans la même journée, tu vas dans plusieurs endroits pour te présenter, entre guillemets, et c'est l'agence qui organise tes rendez-vous. Oui, une chose Fais-moi un horrible. tutoriel, parce que je ne sais pas, et peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas non plus et voudraient savoir, parce qu'ils veulent peut-être se lancer dans ce monde-là. Oh là là, non, c'est horrible. Donc tu vas, ils te donnent une adresse. À l'époque, tu n'avais pas l'iPhone avec Google Maps pour aller aux endroits, donc tu étais vraiment avec une carte en train de regarder où tu devais aller. Tu arrivais et ensuite tu te mettais dans la file et il y avait plein de filles qui te regardaient très mal parce que moi je m'en sortais bien. Ma place. Oui, je m'en sortais bien, mais beaucoup de filles viennent vraiment de milieux où elles ont souffert de la faim. Ce n'est pas une situation choisie comme la mienne. Donc, je sais pas, des pays du tiers-monde, enfin, elles te regardent vraiment avec de la méchanceté. Ouais, un regard de chien. Oui, c'est-à-dire que si tu obtiens ce travail, moi je meurs de faim. C'est horrible, hein. Donc, il n'y a pas cette solidarité féminine, non. Et toi, qui te mettais facilement dans les bagarres, comment réagissais-tu à ce regard provocateur? Non, à ce moment-là, je me sentais un peu coupable presque. C'est-à-dire que ça me faisait de la peine, tu vois. C'était un peu... Tu te sentais belle à ce moment-là? Tu étais sûre de toi quand tu allais faire les castings? Tu savais ce qui allait se passer? Mais moi, je le savais depuis que j'étais petite que quelque chose de merveilleux allait m'arriver. Enfin, je le savais, oui. Mais tu te Ça, j'ai sentais jamais belle? Alors, j'ai toujours été toute mince. Laisse de côté le fait que peut-être cette année-là, je mangeais peu parce qu'on n'avait pas à manger, mais j'ai toujours été très maigre et ça m'a toujours beaucoup fait souffrir parce que de toute façon, c'est pas ce qui attirait les garçons. Ils préféraient celles avec des seins et des fesses, non? Et donc, j'ai toujours souffert de ça. Mais le fait d'avoir accès à tous les magazines de mode que mon père avait dans son hangar m'a toujours fait penser que, en fait, ces mannequins dans les magazines étaient comme moi. Donc, au moment où j'ai commencé à être mannequin, j'ai pensé que j'étais au bon endroit. C'était l'endroit pour quelqu'un de mince comme moi. Et surtout au moment propice. Et au bon moment, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc une fille de 18 ans qui dit « je veux être mannequin Oui. aujourd'hui Oui. Comment doit-elle s'y prendre? Je ne le conseille à personne. D'accord, mais tu sais, il y en a qui sont très fascinés, qui disent « je veux le faire ». Comme ma fille. Ok. Ma fille veut le faire, tu vois. Mais ma fille est évidemment privilégiée, donc elle aura déjà la voie dégagée grâce à moi. Je connais des gens, etc. Si toi, tu ne connais personne, c'est vraiment une vie difficile parce que entre toutes ces superbes filles, très peu y arrivent, ok? Donc, tu risques vraiment de perdre beaucoup de temps, peut-être une année, à faire ces castings. Parce que le tu fais processus des c'est celui-ci, tu fais des castings, des castings, Tu fais jusqu'à ce qu'on te 10 choisisse castings pour le par bon jour. travail. Oui, mais même là, le bon travail, peut-être qu'après 3 mois de casting tous les jours, tu obtiens un travail, mais ce travail te paye 1000 €. Eh bien, 1000 €, si tu penses à 1000 € pour 3 mois, c'est pas suffisant pour vivre, non? Donc, voilà, c'est la vraie réalité. C'est pour peu de gens. Oui, c'est-à-dire que ça fonctionne pour peu de personnes, dans ce sens, oui. Et une fille qui veut se lancer dans ce milieu, elle doit quand même commencer par les castings. Le choix de l'agence. Une agence est indispensable. Tu ne peux pas faire ça toute Non, seule. tu peux parce pas. que tu sais même pas où te présenter. Même si aujourd'hui, ce n'est plus vrai. En fait, moi, C'est justement ce que je voulais te demander. j'adore Comment les s'y réseaux prendre dans sociaux. le monde Non, contemporain? moi j'adore les réseaux sociaux parce que, par exemple, ma fille, qui est quand même ma fille, elle a déjà été... Quel âge elle a? Elle a 15 ans. Mais, par exemple, elle reçoit beaucoup de propositions d'agences via TikTok ou Instagram. Donc, de nombreuses agences modernes font aussi des castings sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce qui fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contactées de cette manière. Donc, d'autant plus que si tu n'es pas contacté de cette façon maintenant, tu comprends vraiment à quel point tu pousses toi-même ou combien il y a de la demande pour toi dans cette industrie, tu vois. C'est vrai que l'idée de devenir mannequin est super, mais ensuite, la réalité de ce métier peut être très différente, donc... Eh bien, c'est un peu Oui. dans tous les métiers. Hein. Quand on regarde des exemples mainstream, tu sais très bien que c'est pour quelques-uns, mais il faut bien commencer Oui. quelque part.
Quel type de contenu une fille devrait-elle mettre sur ses réseaux sociaux pour être contactée? À part avoir peut-être un physique plus qu'attrayant, particulier, donc avoir de la personnalité. Ta fille, quel genre de contenu met-elle? Je veux dire, on la contacte parce qu'elle est belle et qu'on sait que c'est ta fille ou simplement... Parce qu'elle est belle. Et tu penses que c'est grâce à ces contenus? Mais quel type de contenu faut-il créer pour attirer l'attention des Il faut agences? être belle. C'est ce que Ok, je te mais- dis. En fait, je conseillerais plutôt aux filles, étant donné qu'aujourd'hui, il y a la figure de l'influenceuse ou... En gros, je respecte beaucoup plus quelqu'un qui dit « Oui, je suis belle, je suis mignonne » ou même « J'ai de la personnalité et je trouve ma place aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, je commence à travailler avec des marques, etc. » Parce que j'ai créé quelque chose, mais aussi grâce à ma personnalité. Car aujourd'hui, il existe cette possibilité qu'il n'y avait pas avant. Laisse de côté le fait que j'ai eu la chance de faire entendre ma voix, non? Mais ce n'est pas courant, donc la mannequin, c'est vraiment juste cette idée d'être belle, muette et immobile la plupart du temps, non? Du coup, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de possibilités de dire « Trouve-toi dans le sens, ton espace, montre ta personnalité » et ça paie. Parce que certaines influenceuses sont payées plus que moi grâce à l'engagement qu'elles ont avec les marques. Mhm. Donc, j'adore vraiment cette ère des réseaux sociaux dans laquelle nous vivons. Revenons à ta carrière. Donc, tu vas en agence, tu fais des castings pendant Oui. quelques jours, donc ça se passe bien. Mhm. On t'appelle pour un premier travail grâce à un casting, ou c'était décidé entre guillemets sur le papier parce que l'agence envoyait ton matériel aux clients et tu leur as plu? Le premier travail que j'ai fait, c'était Valentino, et c'était plus un going scene dans le sens où ils étaient en contact avec mon agent, donc il a dit « S'il vous plaît, regardez cette fille, elle est très belle et spéciale. Elle correspond aux caractéristiques que vous » cherchez en Oui, ce c'est moment. comme ça que j'ai commencé. Tu fais Oui. Valentino, et combien d'argent ils te donnent pour ton premier Je sais travail? pas. Non, tu ne sais pas, tu ne peux pas Mais ne pas au savoir. début, La première fois, tu t'en souviens 1000 € forcément. Et voilà. C'est intéressant de montrer d'où on part. 1000 €, c'est ton premier travail. Je mais pensais Valentino, genre, c'est avec top. 1000 €, je m'achète une maison. Je pensais vraiment ça. Parce que tu n'avais jamais vu autant d'argent ensemble, Non, c'est j'étais évident. vraiment trop excitée, oui. Et tu voulais pas me le raconter parce que ça te gêne de dire que tu as gagné 1000 €? Non, non, parce que le premier travail, celui à 1000 €, c'était un autre travail. Maintenant, je m'en souviens. C'était pour des jeans, une marque israélienne, je sais pas, ouais. Ok. D'ailleurs, israélienne, je refuse d'aller faire des shootings en Israël parce que je suis pro-Palestine. Donc, ils doivent venir faire les shootings à Milan. Et c'était ce premier travail qui a payé 1000 €, oui. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Donc tu n'avais même pas le sentiment de perte. On t'a dit je te donne 1000 €, et toi, tu as commencé à poser les conditions avant même de te lancer dans ce monde-là. C'est-à-dire, tu ne craignais pas qu'il t'envoie chier en Non. faisant cette demande? Moi, maintenant, je refuse d'aller travailler dans beaucoup de pays du monde. Non, mais maintenant, tu peux choisir. Non, mais avant, j'étais encore plus « qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Ok. En fait, aujourd'hui, c'est plus courageux de dire non, parce qu'aujourd'hui, j'ai un prêt, j'ai 2 filles, j'ai 38 ans. À l'époque, j'avais rien à perdre. Hein. Donc, premier travail, denim israélien, et c'est eux qui Oui. viennent, tu fais shooting, 1000 €. Mhm. Puis arrive Valentino, deuxième Oui. travail. Et qu'est-ce que tu fais pour Valentino? Un lookbook. Explique ce que c'est un lookbook. Quand tu photographies tous les looks d'une collection, je pense que c'est un usage plus interne, peut-être pour les acheteurs qui doivent acheter la collection, comme ça. Donc, ce n'est pas une campagne ou quoi, c'est quelque chose de plus interne. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'il y a un changement, un moment magique qui t'amène dans ce parcours que tout le monde connaît? La magie est arrivée en septembre, donc au Toujours lieu à cette de... période-là, Oui, au début. de juin à septembre, quand je devais aller squatter, malheureusement. Dolce Gabbana m'a appelé pour faire le défilé en exclusivité, et puis aussi la campagne. Là, c'était Qu'est-ce un que ça veut gros dire deal. une exclusivité pour un défilé? Tu ne peux pas C'est la défiler chose pour la plus d'autres? géniale qui puisse t'arriver lors de ta première saison. Donc, tu es nouvelle, les directeurs de casting ne t'ont pas encore vu, ceux qui décident, des filles qui vont défiler, ne t'ont pas encore vu. Ceux Et à qui porte décident. fermée, Dolce Gabbana te dit « Tu fais seulement Dolce Gabbana ». Donc, évidemment, ils doivent te payer pour que tu fasses seulement Dolce Gabbana. Et tu sais déjà que s'ils demandent l'exclusivité, c'est qu'ils te veulent vraiment. Et donc, tu as plus de chances de demander beaucoup d'argent. Mais pas seulement ça. En plus, tout le monde se dit « Attends, qui est cette fille qui est en exclusivité ?» Donc, Parce qu'on sait dans le milieu, quand une mannequin signe une exclusivité avec une marque, oui. Et donc, tout le monde dit qu'il y a une nouvelle fille qui est en exclusivité pour Dolce Gabbana. Et donc, tout le monde attend que le défilé Dolce Gabbana ait lieu pour pouvoir te prendre après, parce que tu as l'exclusivité jusqu'à ce que tu fasses ce défilé. Ensuite, dès que tu as fait ce défilé, tu peux faire tout le reste.
Le jour suivant? Dès la minute suivante. Et pendant combien de jours avant, tu ne peux rien faire avec personne? Eh bien, Dolce C'était pendant Gabbana. la Fashion Week. Je crois que c'était l'un des derniers jours. Oui, la Fashion Week. Donc, les défilés durent, je sais pas, 7 jours, 6 peut-être les plus importants. Donc, admettons qu'ils étaient au 5e jour. Je me souviens que Dolce Gabbana a fini et le jour suivant, il y avait Miu Miu et peut-être Moschino. Et donc, le jour après, j'ai fait Miu Miu et Moschino. Combien vaut une exclusivité quand tu es inconnu? Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Non, d'accord, mais Non. je te le demande juste pour comprendre. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai perdu le compte. Je me souviens que j'ai vécu comme quelqu'un qui n'avait pas d'argent pendant 1 an. J'avais aucune idée. 1 an en tant que mannequin qui commence à travaillais tous les jours travailler en tant que et mannequin. t'enchaînes les jobs les uns après les autres. Parce que j'ai lu quelque part que ton frère t'a appelé un jour et t'a dit « Regarde Bianca, t'as de l'argent sur ton compte et toi t'achètes une maison. Achète-toi une maison. Il faut investir. Tu dois acheter une maison. Parce que tu vivais encore dans un squat en faisant le mannequin? Non. Non, entre-temps, Milo était sorti des domiciliaires et on avait loué une maison à Milan, mais à 4. 2 couples. À Via Calerio. À Melchior Gioia. Non, c'était genre moi, mon copain, mon meilleur ami et un autre. Mais c'était une chambre à coucher. Donc, Vous deviez vous relayer. non, moi et Milo dormions sur un canapé lit dans le salon. Et je n'avais aucune idée, c'était un travail après l'autre. Mais je continuais à aller au rave. Hein. Je me souviens une fois... Je me souviens une fois où je devais faire une campagne de Guess à Rome, ok? Mon agent me le dit et je dis non parce qu'il y avait cette magnifique rave. Donc toi, tu lui avoues que tu as cet amour pour le monde des raves. Donc, Non, il savait tout. ok. Oui, oui. Alors il dit, Bianca, on ne peut pas annuler la campagne juste parce que tu dois aller au rave. Faisons ça. Je vais te faire venir te chercher par le chauffeur. Je sais Au pas, à rave. 3h du matin. Au rave. Le chauffeur, c'était trop drôle, il était terrifié. Il était terrifié, il avait genre une super Mercedes. Mon Dieu, il voulait... Où est-ce qu'ils m'ont emmené? Je me suis dit, eh bien probablement, ils ne t'ont même pas remarqué, non? Du coup, j'ai dormi, je sais pas, 4 ou 5 heures dans la voiture, et je suis arrivée toute fraîche pour faire la campagne. Comment vit Milo cette nouvelle vie? Parce qu'avant de rentrer, ou plutôt de sortir de prison, tu étais sa compagne de squat. Tu allais au rave et tu ne faisais que ça. Tu étais à fond dans la vie avec lui. Puis tu commençais à avoir une vie bien différente. C'est là que la relation a commencé La chose à un a peu se stagné. briser. Parce que, bon, d'abord, j'étais toujours moi-même. En fait, je pensais que tout le monde allait penser que j'étais une vendue dans ce milieu. Et en fait, non. Tout le monde était super fier de moi. C'était super mignon. Du coup, même Milo était super fier et content pour moi. Le problème, c'est que... Ta mère aussi? Oui, ma mère commence à être super heureuse. Et ton père? Ah, mon père aussi. Hein. Donc tout le monde était fier de moi. Mais avec Milo, j'ai commencé à lui casser les pieds. Donc j'ai commencé à travailler. Je faisais rien avant. Et j'ai commencé à lui casser les pieds. Donc genre, Milo, bon, tu dois faire quelque chose de ta vie. Ah ok, dans ce sens-là. Ouais. Et là, après un moment, j'en ai eu marre qu'il ne fasse rien de sa vie alors que moi, j'étais toujours en train de travailler. Ensuite, ça m'a aussi vraiment dérangé que je sois toujours occupée à voyager à travers le monde pour travailler, tandis que mes amis étaient toujours là à faire la fête. Ça a commencé à me peser parce que je ne pouvais plus être là à faire la fête tout le temps. Et comment continue ta carrière après Guess? Donc tu m'as parlé de Guess pour dire que tu as allié l'utile à l'agréable. Oui. Je fais le rave, je fais la campagne. T'arrives encore à mener cette double vie ou à un moment donné tu laisses tomber le monde des raves ou ce mode de vie-là? Alors, je laisse tomber quand je rencontre mon premier mari. Je pars de Via Caliero, je vais vivre à New York avec mon pote Ozzy. Ah waouh, un gros saut quantique par rapport à la vie précédente, ok. Quand même, je continue à faire la fête à fond à New York avec Ozzy. Ozzy est toujours mon meilleur ami aujourd'hui. Et je vais effectuer un travail à Los Angeles et je rencontre mon premier mari, Christian, T'avais quel âge? 21 ans. Je voulais te demander, comment tu as décidé de vivre à New York? C'est-à-dire, à Milan, tu avais eu une proposition de travail. Je devais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc le monde n'était pas aussi ouvert. Ce n'était pas le monde est un village, tu vois. Si tu voulais être un top modèle, tu devais être à New York, parce qu'il y avait tous les photographes cool, etc. Alors je vais là-bas, convaincu par mes agences, et puis je vais faire la fête avec Ozzy. Mais... Je me souviens des grands appels de mon agent, moi qui regarde le téléphone et ne répond pas pendant des jours. De fête. Bref,
Finalement, j'ai eu de la chance, je suis encore là à faire de la modélisation, mais non, je vais à Los Angeles, je fais ce job, et il y avait Christian, qui était l'assistant du photographe de ce shooting, et je sais pas pourquoi, mais je tombe amoureuse. Et je tombe amoureuse comme ça, amoureuse. Je tombe amoureuse de Christian et je tombe enceinte, mais genre tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, genre 3 semaines après qu'on avait commencé à se fréquenter, j'étais enceinte de 3 semaines. Je tombe enceinte, il me demande en mariage. Genre, sérieusement, après 1 mois, il me demande en mariage. Je lui dis, oui, pourquoi pas. Évidemment, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Mais oui, on se marie, je perds le bébé. Mais en attendant, il y avait déjà la proposition et on avait déjà commencé à parler de comment et où le faire, etc. Donc on se marie après 6 mois. Puis je tombe vraiment enceinte de Mathilde. Et là, ma vie change un peu. Dans le sens où pour la première fois, je me fais l'idée que je serai une femme et une mère. Et j'aime cette idée, donc pendant 2 secondes, je surfe sur cette vague. Et ça change quelque chose dans ton travail, non? Non, dans le travail, non. Même si, en fait. Tu sais, imagine la responsabilité de faire un bébé après 1 an et demi de carrière. Si quelqu'un s'était arrêté 1 seconde pour y penser, il ne l'aurait pas fait. Mais toi, à cette époque, tu étais inconsciente, tu vivais l'instant présent, Oui, c'est-à-dire tes c'est émotions ça, sur le mais moment. ça a continué pendant longtemps, cette façon de vivre. Je pense que ça a peut-être changé maintenant. Légère. Oui. Donc, vous faites une fille, ton travail continue. Quand est-ce que ce travail arrive où tu commences à devenir une top modèle? Non, moi, dès le début, je suis tout de suite devenue top. Parce que quand j'ai fait l'exclusivité pour Dolce & Gabbana, ensuite j'ai fait aussi la campagne en exclusivité pour Dolce & Gabbana. Et là, tu vois, si tu faisais la campagne en exclusivité pour Dolce & Gabbana avec T'étais déjà Steven Meisel, accrédité comme t'étais top. top. Oui, donc oui. Donc, tu fais une fille, et comment va ta vie à partir de ce moment-là? Tu travailles en parallèle, tu travailles aussi pendant que tu avais le ventre rond, tu travailles Non, là, je non-stop? m'arrête. Je commence peut-être un peu plus lentement, mais ensuite, non. Oui, juste le temps d'accoucher. Elle est née en juin, et oui, en septembre, je faisais déjà les défilés, pour te dire. Quelle est la vie d'un mannequin qui travaille? C'est-à-dire, il y a des rendez-vous, des moments comme les Fashion Week. Tu as dit que tu as recommencé tout de suite à faire les défilés. Oui. Quel est le mode d'emploi d'un mannequin qui travaille beaucoup? Eh bien, les défilés durent 1 mois. Donc, ça commence avec New York, Londres, Milan et Paris, et ça dure 1 mois. Donc, il y a le Fashion Month qui dure 2 mois, février, mars, septembre, octobre. Et puis, juste après les défilés, il y a les campagnes, parce que bien sûr, ils lancent les campagnes de ce qui vient de défiler. Et puis, il y a, je sais pas, tout le reste, les catalogues, les éditoriaux, c'est... Parce que normalement, quand tu fais un défilé pour une marque, tu fais la campagne pour elle aussi, Non, ou ce non, n'est non. pas forcément une combinaison? Non, la chronologie est celle-là. Donc d'abord les défilés, puis ils choisissent les filles qui feront les campagnes et ensuite tout le reste. Ok. Les journaux, les photos, puis les journaux. Comment ça va avec ton mari? Avec le papa de Mathilde, pas bien. Non, ça ne s'est pas bien passé depuis le début. Alors C'est-à-dire moi, là, déjà quand tu étais enceinte? Mais déjà quand j'étais enceinte au début, c'est-à-dire je me suis vraiment laissée emporter par l'enthousiasme. Mais avant qu'on se marie, je savais qu'on ne devait pas se marier. Mais c'était déjà décidé, alors pourquoi pas? Faisons-le. Mais les choses ne se passaient pas bien parce qu'il était vraiment très insistant, comment dire, controlling, Possessif. possessif à l'extrême, ouais. Donc c'était tout le temps des disputes, tout le temps des reproches. Pourquoi tu parlais ainsi au serveur, genre, je t'ai vu, tu es une salope, tu flirtais. Moi qui disais juste je voudrais un cappuccino et un croissant. Ou je sais pas, on est à un dîner d'affaires et je parle avec un homme parce que... Qu'est-ce que je dois faire? Excuse-moi, regardez mon assiette. On parle et ensuite je vais aux toilettes, je le trouve dehors et il me dit je t'ai vu en train de parler, tu es vraiment une salope et tu aimes aussi les vieux, pour dire quoi? C'était tout le temps ça. Ou je vais me faire une pédicure et il me dit pourquoi tu as mis autant de temps? Où étais-tu? C'était tout le temps des choses comme ça. Évidemment, maintenant, je vois que c'était sûrement dû à son insécurité, mais ce n'était pas une relation saine, donc... Après combien de temps, du coup, j'avais envie de te demander, vous vous êtes séparés? Mathilde avait 1 an et demi, donc elle est née 1 an après le mariage, donc... Vous viviez ensemble à New York et quand vous vous séparez, avec qui reste Mathilde? Je retourne vivre en Italie et je prends Mathilde avec moi.
Ok. Et le père, où va-t-il vivre? Le père reste à New York. Et lui, quel travail faisait-il? Il fait quoi? Il était photographe. Donc lui reste à New York. Oui. Tu retournes vivre en Italie avec Oui. ta petite fille et tu continues à travailler. Puis qu'est-ce Oui. qui se passe? Je recommence ma vie de fête tout de suite. Dès qu'on se sépare, je viens à Milan et je recommence à faire la fête à fond. Quand tu faisais la fête, avec qui restait Mathilde? Aux autres fêtes, la grand-mère, surtout la grand-mère. En fait, elle est très proche de mes parents, c'est fantastique. Ce n'est pas qu'elle était abandonnée, elle avait la meilleure vie possible chez mes grands-parents. Ah, tu l'as porté à Lodi. Il n'est pas à Ouais. Milan, d'accord. Non, je la portais à Lodi, je faisais la fête. Plus de rêves, hein, plus de clubs ou chez les gens, des trucs comme ça. Hein. Bref, j'ai repris cette vie à fond, très dysfonctionnelle quand même, dans le sens où homme après homme, drogue, des choses comme ça. Mais c'était une période difficile, voilà. C'est-à-dire que même maintenant, si je pense à l'époque où j'étais jeune et que je faisais ces choses, ça me fait un peu sourire, tu vois. Parce que tu te dis, Bianca, à ce moment-là, non, si je pouvais passer à autre chose, je n'en suis pas fière parce que j'étais à Milan à faire ces trucs-là, tu sais. Tu n'étais pas heureuse. Parce Non. que, en fait, pendant que tu m'en parlais avant, avec légèreté et amusement, maintenant tu sembles un peu plus sombre en racontant Oui. cette période. Oui, oui. Elle dure combien de temps, cette période? Ah, ça dure. En pensant à l'âge de Mathilde, Mathilde avait 2 ans quand nous sommes retournés vivre à Milan, elle en avait 6 quand nous avons déménagé à Marbella. Donc ces années-là, ce sont seulement 3 t'es ans donné eh à bien, fond. dans lesquels... Ça ne t'a Oui, jamais Milan. posé de problème avec ton travail? C'est-à-dire faire la Non, fête, j'ai toujours ne pas te été- réveiller le matin, t'arriver complètement défoncé sur le set, des choses comme ça? Non, ou peut-être j'ai raté 1 ou 2 avions, mais je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais... En anglais, on dit functional addict, c'est-à-dire j'étais toujours fonctionnelle, je gérais. Tu sais quoi? C'était cette chose que je traînais depuis l'école. C'est-à-dire que tant que j'étais une bonne élève, je pouvais faire ce que je voulais. Pareil avec le travail. Tant que tu continues à travailler et que personne ne peut rien te dire parce que tu fais ce que tu dois faire, ensuite, je fais ce que je veux. Tu faisais des soirées même la veille d'un travail ou ça, non? Toujours, tous les soirs. En mode Toute la all-in journée. pendant 3 ans. Oui. Ok. Tu vas à Marbella Je vais à Marbella. avec Mathilde Oui, avec Mathilde. et Et rien, je commence à ne plus me droguer, c'est-à-dire je suis allée à Marbella pour pour couper être... avec cette vie-là. Oui. Ok. Et ça marche? Oui. Tu arrêtes complètement et quand tu vas à Marbella, tu continues à travailler, sauf que ta base de départ était simplement Marbella. Oui. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Je suis allée là-bas pour me remettre et puis je me suis remise et j'ai dit laisse-moi rester ici parce que quand je suis retournée à Milan, juste un instant, un mini instant, après avoir été bien, j'avais n'importe qui venait sonner chez moi avec des tentations différentes. Alors je dis laisse-moi aller vivre là-bas où toutes mes connaissances et mes amis étaient des personnes qui voulaient être bien, comme moi. Combien de temps y restes-tu? 4 ans. D'accord. Mm. Jusqu'à il y a 5 ans. Mhm. Pourquoi pars-tu? Bah, je pars parce que le père de Mia était américain et donc je voulais aller vivre en Amérique. Il y a Mia à Marbella. Mia née à Marbella. En effet. Faisons un pas en arrière. Donc, ton deuxième mari, non, tu te maries pas. Si, je me marie. D'accord. C'est-à-dire que tu fais les choses bien, tu les fais à fond, sinon ça n'a pas de sens. Donc, quand le rencontres-tu, après combien de temps Oui. que tu es à Marbella? Quel âge as-tu? Bon, c'est pareil. Alors, j'ai 29 ans quand je vais à Marbella. Je le rencontre. Après... Tout de suite? tout de suite. Non, c'est quelque chose qui se répète dans ma vie. C'est-à-dire rencontrer un homme et commencer une relation avec cet homme. Je n'ai jamais décidé, genre, rencontrons-le, voyons si ça colle vraiment ou pas. Parce que toi, après Milan, tu avais envie d'une relation, d'une vie moins toxique Non, et non, non. d'une relation plus Non, sérieuse. même à Milan, même ces relations, peut-être temporaires, hein. Mais c'était toujours comme ça. Je rencontrais quelqu'un, cette personne me donnait l'attention que je voulais tant, et cela suffisait pour dire d'accord, mettons-nous ensemble. Donc j'aurais pu peut-être, si les délais pour un divorce n'étaient pas ce qu'ils sont, me marier 10 fois, tu vois. Et j'aurais eu 10 enfants si Dieu ne m'aimait pas autant, tu vois. Au lieu de ça, cela n'est arrivé que 2 fois, 2 filles, la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie. Mais les 2 ex-maris, je les aurais peut-être évité de les épouser. Ne saute pas tout de suite la deuxième, tu m'as rien raconté. Rappelle-moi le nom de ton Ouais. mari. Je connais Matthew, Mais tu es américain? américain. On s'est rencontrés l'été. L'été suivant, j'étais enceinte de Mia. Mia est née à Marbella. Lui habitait aux États-Unis et il venait de temps en temps me rendre visite.
Et voilà, entre-temps, j'ai enfin obtenu le divorce parce qu'en Italie, il faut genre 20 ans avant qu'ils te donnent le divorce. Enfin, j'ai reçu le divorce. Dès que j'ai eu le divorce, j'ai décidé d'aller vivre en Amérique. Mais le problème, c'est que Mathilde a décidé d'aller vivre avec son père à Paris, de ne pas venir avec moi aux États-Unis. Quel âge avait Mathilde à ce moment-là, quand ton divorce était prononcé? Alors, je vais à Marbella quand Mathilde a 6 ans, donc en première primaire, et je pars quand elle en a 9. Combien de fois Mathilde voyait son père? Pas beaucoup, parce que c'était la période où il habitait à New York, donc c'était quand cela arrivait, mais pas de façon régulière, disons. Ok. Et elle te dit qu'elle veut aller vivre avec son père? Ouais, ce n'est pas si simple. J'ai demandé l'autorisation au tribunal espagnol, car quand on vit dans un endroit, il faut demander l'autorisation au tribunal compétent. J'ai donc demandé l'autorisation au tribunal espagnol pour l'amener avec moi en Amérique. Le tribunal l'a refusé en disant que Mathilde devait vivre en Espagne, alors que j'allais de toute façon aller en Californie et que son père vivait à Paris à ce moment-là, donc ça n'avait pas de sens. J'aurais dû faire appel, mais mon avocat me dit « Regarde, ils vont lui demander avec qui elle veut vivre. As-tu déjà demandé à ta fille où elle veut vivre ?» Et j'ai dit non, je lui ai jamais demandé où elle voulait vivre. Alors je vais et je lui demande « Mathilde, où veux-tu vivre? Avec moi en Californie ou avec ton père à Paris ?» Elle a dit avec son père. Ah, ça a peut-être été l'un des moments les plus durs de ma vie. Quand elle te dit cette chose, à ce moment-là, Oui. quelles sont tes pensées avec toi-même? Probablement rien. Probablement une énorme brume dans ma tête. C'est-à-dire que tu prends le coup émotionnel, mais tu ne réfléchis pas trop. Oui, je prends ce coup émotionnel, mais j'étais déterminée à faire ce qu'elle voulait. Ce n'était jamais dans mes pensées de faire quelque chose contre sa volonté. Si elle voulait vivre avec son père, de toute façon, c'est son père. C'est pas comme s'il m'avait dit... Bien sûr. Mais étant aussi ta fille, je voulais comprendre comment tu avais ressenti la douleur et si ça t'avait d'une certaine manière changé. Eh bien, ça m'a beaucoup fait mal. C'était surtout ça. Compte que quand cela est arrivé, cela faisait 3 ans que je me droguais plus, non? Et là, c'était un peu comme je le disais avec mon frère. Tu te rends compte, ce n'est pas parce que tu vas mieux maintenant que l'autre personne est prête à te pardonner pour toutes les années où tu lui as fait du mal. Et cette personne, c'était ma fille. Maintenant, on en parle ouvertement. Maintenant, elle me le dit. Elle me dit, « Maman, je ne voulais pas vivre avec toi. Tu étais un désastre. » A hot mess, comme on dit en anglais. Donc maintenant, vous avez une très belle relation Oui. ouverte. Vous abordez tout et probablement Exactement. la personne avec qui tu parles Oui. le plus dans ta vie. Oui. Parmi celles que tu aimes, je veux Oui, dire. oui. Très ouverte. Je lui demande même des conseils car elle est très sage. Non. On a une excellente relation. Elle vit à Paris. Elle vit à Paris. Elle fait 6 semaines d'école et puis elle a 2 semaines de vacances. C'est comme ça le système scolaire français. Pour nous, c'est parfait. Donc elle est toujours dans l'avion. Le jour où l'école finit, elle prend l'avion et vient me voir. Ah, c'est D'ailleurs- beau ça. Oui, c'est fantastique. En plus, j'ai la chance d'être le parent fun. Celui qui ne doit pas gronder. Non. Quand elle vient chez moi, elle peut faire tout ce qu'elle veut. En plus, je suis super cool. Donc je suis vraiment la maman cool. Et notre relation n'est pas gâchée par le quotidien comme avec un adolescent. Sinon, on se disputerait énormément si on vivait ensemble. Non, mais à l'époque, ça a été très difficile de comprendre qu'au-delà des efforts que j'avais faits ces 3 dernières années pour changer et devenir une meilleure personne, le mal que je lui avais fait l'avait poussée à choisir de vivre avec son père. Et le fait que j'étais cette personne-là l'a obligée à être une enfant toujours très mûre. Et je me souviens que ma plus grande peur à ce moment-là était « je ne voudrais jamais qu'elle, en tant qu'enfant, ne comprenne vraiment pas ce que ça veut dire me dire aujourd'hui « je veux vivre avec mon père », alors que je suis de l'autre côté du monde. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte et qu'après 2 semaines où je serai en Californie et elle à Paris, elle pense « maman m'a abandonnée ». Donc, je voulais absolument Elle m'assurer ne de ça. t'a jamais dit une phrase comme ça? Non. Je m'en suis assurée. La clarté avec laquelle elle me disait à quel point elle avait réfléchi à cette décision, à quel point elle voulait vivre avec son père et que c'était vraiment son plus grand désir. Elle n'attendait que ça. Et le fait que je parte enfin en Californie était pour elle l'occasion de pouvoir aller vivre avec son père. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle était vraiment très mature, qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait et que ce n'était pas un risque de la laisser prendre cette décision.
Quand ta fille Mathilde te dit qu'elle veut aller vivre avec son père, est-ce que Christian était prêt pour cette étape? Il était prêt pour... Il était prêt à fond. Disons que, de toute façon, lui aussi, un peu rusé, il a préparé. C'est-à-dire qu'il était vraiment ce père qui la voyait peu et qui lui disait tout le temps « Ça serait super que tu viennes vivre avec moi ». Et il lui disait toujours ça, et je le savais. Mais effectivement, cela ne change pas le fait que j'étais une mère. Quand je te dis par exemple « Elle a une vie meilleure avec ses grands-parents », mais elle voyait tout. Les enfants voient tout. C'est clair. Mais l'important, c'est que le père était prêt à accueillir sa Le propre père fille. était prêt à fond, justement. oui. Et à propos, le père était prêt à fond, il lui disait des choses quand vous n'étiez pas ensemble. Ensuite, comment il parlait de sa maman à Mathilde quand ils vivaient ensemble? Parce que ça, tu le perçois quand tu vois ta fille. Y a-t-il eu un bon équilibre? Ça, je sais pas. Je sais juste que Mathilde a toujours été super gentille, mature. Donc avec moi, elle protégeait toujours son père. La pauvre, parce qu'aucun enfant ne devrait comprendre autant pour savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais elle a toujours été si mature, donc elle n'a jamais parlé de son père, de ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Donc, tu pars avec Matthew vivre en Amérique. Je vais vivre en Amérique et on se marie. Genre le lendemain, je lui dis qu'on doit se marier. Donc on va à la mairie, on se marie. Et non seulement la première fois, je me suis mariée en sachant que je n'aurais pas dû me marier. Même la deuxième fois, je me suis mariée en sachant que je n'aurais pas dû me marier. Et pas seulement ça. Après 1 an, je me suis remariée. Donc j'ai fait le mariage pour la famille avec Matthew. J'ai dépensé plein d'argent parce que les mariages en Amérique coûtent une fortune. Donc parce qu'on méritait un vrai mariage. En quoi tu as dépensé une fortune? C'est toi qui as payé le mariage? Bien sûr, sinon Waouh. Je sais pas, c'est pas évident. Non, moi j'ai toujours épousé des personnes pour lesquelles j'étais celle qui payait, disons. Et ça ne t'a jamais dérangé? Beaucoup. Mais après tout, c'est moi qui l'ai fait, non? Donc personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe. Mais ça en dit aussi beaucoup sur moi ou sur la façon dont je me rapportais aux hommes. Beaucoup. Tu le faisais aussi parce que ça te permettait d'avoir le contrôle? Oui. Oui, aussi. Enfin, maintenant, avec le recul, je te le dis, après beaucoup de thérapie, mais oui. Donc, un mariage à la mairie, un an après pour toute la famille, et tu amènes tous à Los Angeles, c'est ça? Oui. Orange County, mais oui, Californie, magnifique mariage, il est même dans Vogue. 1 mois après, on se sépare. C'est-à-dire 1 mois après le mariage qui m'a coûté un rein, on se sépare. J'ai dit basta. Combien t'a coûté ce mariage? Non, je te le demande parce que tu l'as dit 2 fois, donc j'imagine... Quelques centaines de milliers de dollars. Milliers de dollars. Ah, ok. Oui, énormément. Mais un mariage comme celui à Rome que j'avais fait à Rome la première fois était bien plus beau et on mangeait bien mieux. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de luxueux, c'est juste qu'en Amérique, ce sont des voleurs. Tout coûte beaucoup plus cher. Et après 1 mois, vous vous séparez. Après 1 mois, je le laisse. Ok. D'accord. C'est toi qui décides. Et tu restes avec Mia. Je reste avec Mia, mais ce n'était pas aussi simple. Ça a vraiment été difficile, ce furent quelques années très difficiles. Pendant ce temps, à partir de ce moment-là, elle reste avec toi. Pendant ces 2 années de galère. Oui, elle reste avec moi. Ça a été vraiment affreux parce que tout comme les mariages coûtent énormément, les divorces coûtent aussi énormément en Amérique. Mon Dieu, trop. C'est vraiment un business, donc les avocats font traîner les choses indéfiniment pour récupérer énormément d'argent. Et surtout, la manière dont ils décident à qui donner l'enfant est horrible. Tu dois faire une évaluation psychologique pendant 1 an par une personne qui fait ça uniquement. Moi, l'enfant, le père, et d'ailleurs, ils ont aussi interviewé ma fille aînée, mes proches, mes voisins. Ils doivent vraiment faire une évaluation psychologique de tout le monde pour décider qui mérite de garder les enfants. Et c'est une chose horrible. Parce que imagine être toujours sous les projecteurs en te demandant si tu fais la bonne ou la mauvaise chose, avec le risque de perdre ta fille. Ça a été horrible. Et finalement, après 2 ans, Mia reste avec moi. Et maintenant, elle voit son père tous les week-ends. Vous vivez toutes les deux à Los Angeles? Moi, à Los Angeles et lui à Orange County, qui est à 1h30 en voiture, mais bon, peu importe. À Los Angeles, même aller faire les courses, c'est à 1 demi-heure en voiture, donc on fait avec. Et maintenant, on s'entend bien. L'autre jour, on est allé parler avec la maîtresse de Mia. Mia, elle est une enfant super heureuse, donc ma guérison se voit en Mia. C'est une enfant super heureuse qui te dit, par exemple, I love my life, pour rien.
Elle est bilingue? Non, elle est juste américaine. Ok. Et elle est vraiment heureuse de vivre. On est allé parler avec la maîtresse et après un moment de conversation, la maîtresse a dit « Eh bien, vous êtes vraiment l'exemple d'une bonne coparentalité. » Et nous, on s'est dit « Oh, parce qu'en effet, on s'entend bien. » Et elle Est-ce que pensait ça qu'on s'est était fait amis. avec le temps ou tout de Oui. suite? En fait, je dois faire une critique du système judiciaire parce qu'en prolongeant ces divorces à l'infini, ça retarde le moment où on peut bien s'entendre parce que dans un divorce, il y a l'argent, les enfants, et on devient des ennemis, hein, non? Et puis quand tout est fini, tu te dis, bon, de toute façon, j'ai perdu de l'argent, les enfants, ça s'est passé comme ça, et donc tu te dis, voilà. Puisque tu parles d'argent, ça m'a fait penser à quelque chose. Normalement, quand un couple divorce, l'homme donne une pension alimentaire à son ex-femme, à la mère de ses enfants. Mhm. Est-ce que tu donnes de l'argent à tes ex? À tous les deux, oui. Donc c'est toi qui leur Oui. donnes de l'argent? Mm. Ok. Bon, c'est équitable dans ce sens, je gagne plus Non, que... non, sûrement. Mais Oui. ça, on l'entend que d'un côté. Oui, je suis pas surprise, hein. Le problème, c'est la manière dont les avocats, dans la phase où ils cherchent à obtenir le plus d'argent possible, gèrent toute la situation. Par exemple, d'un côté, ils veulent te retirer les enfants et ils disent elle est mannequin, donc c'est une personne de mauvaise réputation, en gros. Alors ne lui donnez pas les enfants. Mais ensuite, ils utilisent le fait que tu sois mannequin et que tu L'argent, gagnes ils beaucoup le d'argent prennent, pour tu les vois. aliments. Ce truc est vraiment moche. Mais en fait, c'était même pas la faute de mes ex-maris, hein. Tu sais, c'est le jeu juridique. Comment ça va avec Christian? Avec Christian, on n'interagit pas beaucoup parce que ma fille a 15 ans, donc il n'y a pas besoin. Je l'appelle et je lui dis « Quand finis-tu l'école? Quand dois-je acheter le billet ?» C'est tout. C'est très simple. Et avec Mathieu aussi, on n'interagit pas vraiment. Ce n'est pas que je fais semblant d'être amie avec qui que ce soit, mais vraiment avec personne. Je suis pas capable de faire semblant dans la vie. Je n'ai jamais appris à faire ça. D'ailleurs, une fois, j'ai parlé, parenthèse, avec une psychologue pour enfants pour lui demander conseil sur Mathilde, pour savoir si je devais faire semblant de m'entendre avec son père. Et la psychologue m'a dit « Non, l'idéal serait que tu sois vraiment en paix avec lui afin que le message que vous envoyez soit celui-là. Mais comme tu ressens beaucoup de ressentiment envers lui, ne fais jamais semblant de l'aimer, de vous entendre, car sinon le message sera double. C'est-à-dire que ta fille verra que c'est OK de mentir. Et vraiment, c'est l'un des enseignements les plus... Ça t'a ouvert un monde? Oui. Et j'essaie de dire cela le plus possible parce que je dis qu'en tant que parents, on essaie toujours de faire semblant pour protéger nos enfants, mais en réalité, nos enfants savent exactement quelle est la vérité, et en plus, on leur transmet le message que mentir est acceptable. Et c'est vraiment moche, cette chose. Je le voyais avec mes parents. Je voyais par exemple ma mère qui, je sais pas, rencontrait quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'elle n'aimait pas, et elle disait « Oh, salut, c'est super de se voir !» Toi, en revanche, t'es très direct. Oui, je ne fais pas semblant. Si tu ne me plais pas, tu ne me plais pas. Tu le vois directement sur mon Comment visage. va ton travail? Mon travail va bien. T'es heureuse? Je dois dire que je suis très heureuse, oui, oui. Je suis plus heureuse que jamais depuis que j'ai compris que j'avais un public sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à l'utiliser. Parce qu'à ce moment-là, je suis devenue un peu la directrice de ce que je veux dire, de ce que je veux faire. Je suis une grande fan des réseaux sociaux, donc quand tout le monde, surtout de notre génération, essaie toujours de les critiquer, de dire « Ah, ces réseaux sociaux », je leur réponds « Non, oui, il y a aussi des côtés négatifs, ok. Mais dans partout. tout, il y a des côtés négatifs. Mais les opportunités que les réseaux sociaux offrent, même aux jeunes, sont incroyables. C'est-à-dire, peu importe la musique que tu aimes, peu importe ton apparence, tu trouves des gens comme toi. Donc tu appartiens, tu n'es plus à Milan, tu n'es plus à Lodi. Probablement que j'aurais moins consommé de drogue si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque, parce qu'ils m'auraient donné accès à un autre monde. Au lieu d'être à Lodi avec les gens avec qui j'étais, j'aurais trouvé des gens comme moi, qui avaient les mêmes intérêts que moi. Et donc j'aurais eu d'autres centres d'intérêt. Au lieu de ça, je n'avais pas d'autre intérêt que de vivre cette vie. Pourquoi tu m'as parlé des réseaux sociaux quand je t'ai demandé comment allait ton business? Pourquoi? Parce que tu Oui. vois un business, il y a déjà un business là. Oui, il y a un business. J'ai ressenti quelque Oui. chose. Je t'ai étudié un peu ces derniers jours, puisqu'on devait Oui. se rencontrer aujourd'hui, mais juste parce que, comme tu vois, je ne me prépare rien, Bien sûr. mais pour avoir des points de repère, te connaître mieux. Et j'ai vu ton format sur YouTube. Oui, Donc, tu aimes? je le trouve cool. J'aime bien la façon dont tu t'y prends. Tu es super naturel. J'aime bien. Il mais semble qu'il y a un mais, en effet.
Non, un mais positif, dans le sens où Ok. tu m'as donné l'impression, donc je vais sortir de la bonté du contenu, qui est vraiment Ok. intéressant, et en faisant des choses, tu apprends, tu lis les commentaires, donc tu Oui. peux forcément t'améliorer. Mais j'ai l'impression que tu veux quand même, d'une certaine manière, pas seulement faire un business passif, donc tu as un following, des marques ou des opportunités viennent à toi, mais peut-être qu'un jour, Absolument. tu ouvriras aussi une entreprise. Je te vois très centré sur ça, Oui. très manager. Oui, je suis très concentrée Exact. en ce moment, mais ça En ne fait effet, pas je longtemps, sais c'est tout récent. que après cette interview, tu vas aller voir notre Oui. Death House. Moi, je ne pourrai pas venir parce que j'ai une autre interview 1 heure après, Oui. mais ils vont t'accueillir, ils vont t'attendre et tu vas découvrir cet J'ai hâte. univers. En plus, nous nous sommes inspirés de Los Angeles, Bien sûr, bien donc sûr. de la Hype House, de la Zway House, et nous avons essayé d'améliorer quelque chose que des gens plus innovants avaient inventé avant nous. Nous avons ajouté 2 éléments supplémentaires Oui. par rapport à ces projets. Nous avons voulu en faire une académie, donc essayer d'apporter un processus d'attention à ces jeunes qui sont un peu démotivés pour apprendre des choses Oui. et leur faire comprendre combien il est enrichissant d'être un peu plus cultivé, un peu plus conscient. Donc, on est parti de la politique, de plein d'autres choses. On a essayé de les passionner pour des sujets sans faire de leçons magistrales. Bien Parce sûr. qu'après tout, ils ont l'attention d'un poisson Non, rouge. il te grille. Après 2 secondes, tu te les fais. C'est vrai. Et on veut que les murs de cette maison soient imprégnés de motivation pour les aider à franchir une étape, mais tu verras. Oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai l'impression que demain, tu pourrais monter des business en tant que manager, non? Oui. Derrière ce genre de projet. Alors, je dois comprendre parce que je suis comme un poisson. Donc, comme tu l'as vu dans ma biographie, je suis très instinctive et c'est difficile. Je veux dire, tu as l'esprit business, tu sais, si tu fais depuis toujours un business où on t'appelle et on te dit « Ah, tu dois travailler après-demain. Le budget est bon, il est pas bon. Tu veux le faire ou tu veux pas le faire ?» C'est difficile. Je veux dire, je n'ai pas eu toutes ces compétences nécessaires pour faire un business, non? J'ai eu de la chance, mais je suis prête. Enfin, je suis prête. T'as envie. J'ai vraiment envie. En fait, je l'avais un peu compris. Ce que j'aime dans le digital, par exemple, c'est que ça me donne l'opportunité d'aller directement vers les marques avec lesquelles je veux travailler et dire « J'ai une idée ». Et ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que cela se traduira concrètement. Mais à part ça, je suis toujours très optimiste. Donc, c'est pas que je vis avec peur. Je vois déjà des choses et j'y crois énormément. T'as un esprit créatif? Beaucoup. Donc, cette chose m'a sauvée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que je pourrais utiliser ma créativité, mon cerveau a commencé à produire des choses, bien sûr. Après, peut-être que cela ne se traduit pas encore parce que vous voyez vous, non? Mais j'ai plein d'idées, plein de choses que je veux faire et j'espère justement apprendre à les traduire en business. C'est actuellement, disons, mon défi. Mais j'aime les défis, je suis vraiment prête. Yes! Je n'arrive pas à rester tranquille. Toi, t'avais écrit sur le profil de One More Time sur Instagram pourquoi vous avez censuré un mot. Je te donne un conseil puisque tu te lances dans Oui. le monde du contenu. Parce que sinon, l'algorithme ne fait pas circuler ce contenu. Donc tu dois, plus que censurer, tu dois enlever une voyelle quand tu le prononces et aussi dans la partie épistolaire des sous-titres. Sinon, cette chose ne va jamais performer. Ah ok, merci. Moi, je te veux comme mentor. On dit mentor? Oui. Non, parce que mentor en anglais, Ok, le mentorship, c'est, oui, mentor. tu dois me faire du mentoring en business parce que moi... Mais toi, combien de fois tu viens en Italie? Ah, regarde, en général, j'y viens une fois par mois. Moi... Pour la famille? Non, c'est pour le travail. Je viens, comme cette fois où je suis venue pour 3 jours, je repars dimanche, mais pendant que je suis ici, je travaille. J'aime énormément. Et comment as-tu monté la production sur YouTube? C'est-à-dire, qui as-tu pris pour faire les tournages, pour le montage? Comment as-tu organisé la production au-delà de l'idée? Alors, la Pour première rassembler fois, l'équipe? j'ai formé une équipe, quelqu'un m'a conseillé. Ok. On était vraiment tous un peu débutants. Moi, par exemple, j'aime bien qu'on m'appelle Fifi. Les autres étaient vraiment des garçons d'une vingtaine d'années. D'un temps. Et on l'a fait. Je voulais le faire en 5 jours. J'ai dit qu'on devait le faire, qu'on devait trouver quelqu'un qui au moins nous couvre les frais. Pour moi, la priorité était de le faire. Ce n'était pas tellement de gagner de l'argent et c'est pour ça qu'on l'a fait. En fait, même aujourd'hui, je n'en gagne pas. Et là, tu dois me donner des conseils. Mais tu monétises les vues? Ah, t'as pas activé la monétisation sur YouTube, d'accord. C'est un peu comme quand tu étais dans les squats, tu gagnais de l'argent, mais tu réalisais pas bien dans quelle époque tu te Mais trouvais. moi, je m'amuse, tu vois, je m'amuse. Mais enfin, il faut aussi être malin. Bon, un jour, on en Ouais. parle aussi.
Quelle honte, maintenant j'ai honte, tu vois. Non, mais tu es en train Mais je devrais pas d'expérimenter. avoir honte. De quoi tu Oui, dois je n'ai avoir pas honte? peur, Si voilà, tu ne je connais n'ai pas pas un peur. monde, tant que tu ne l'explores pas, tu ne pourras pas le C'est connaître. vrai. Si je parle de ton monde, je suis un analphabète, donc si tu ne me l'enseignes pas, je ne sais rien. Bien sûr, oui, oui. Mais bon, j'ai un peu honte de faire ces gaffes, mais tant pis. Hein. C'est-à-dire, au moins, tu vois, moi qui n'ai pas de connaissances, je suis fière de moi et de m'y lancer quand même. Je veux faire ça, et petit à petit, j'apprendrai aussi de mes erreurs. C'est comme ça qu'on apprend tout. Hein. En tout cas, maintenant, on l'a produit avec Condé Nast, on a trouvé un sponsor. Un deal. Oui, Mais ce format sur YouTube? oui, 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 oui. Ok. Mais justement, je le vois beaucoup plus grand que ce qu'il est. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu une épreuve. On fait cette épreuve ici sur YouTube, mais j'ai des rêves bien plus grands que... C'est-à-dire pas de YouTube. D'ailleurs, quand on me dit « Ah, ce serait génial si c'était sur une plateforme, etc. » Moi, je dis « Mais en fait, j'aimerais énormément que ça devienne énorme sur YouTube. Hein, parce que... Ah, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, One More Time, ce n'est pas Netflix, c'est YouTube, libre, gratuit, pour tout le monde. C'est cette chose avec cette grammaire... Je suis amoureuse de YouTube. Et d'ailleurs, j'ai aussi appris ça. Je suis tellement reconnaissante d'avoir 2 filles, une ado et une petite fille. La petite ne veut même pas regarder Netflix Prime, elle regarde YouTube. Et ce qui est génial, c'est que pour moi, et je suis sûre que tu es d'accord, au maximum tu t'y engages, mais tu t'en éloignes aussi. Nous, on est des parents différents de ceux qui étaient nos parents, parce qu'on est la première génération qui, au lieu de regarder la génération suivante en disant « Nous savons tout, vous ne savez rien », nous, on est à l'inverse, on est des éponges. En tout cas, moi je vois mes filles comme la plus grande ressource que j'ai pour rester jeune, pour continuer dans le business. C'est vraiment genre, enseigne-moi. Regarde, Oui. moi j'ai 2 enfants. Elle a presque 20 ans dans quelques semaines et lui en a 7. Oui, Avec la même femme, parce oui. on me pose souvent la même question, bien comme sûr. pour dire t'as mis 12 ans à en avoir un deuxième. Ah. Mais indépendamment de ça, ma fille, je lui ai jamais dit, donc cette Ah. fois elle entendra peut-être, elle est pour moi un benchmark incroyable pour la génération Z, non? Sur sa génération. Oui. Et mon fils l'est aussi de manière incroyable en fonction de ce qu'il regarde, de la façon dont il réagit à certaines vidéos. Donc pour moi, c'est fondamental. Ils m'apprennent Incroyable. des choses tous les jours. Ils ne savent même pas. Mais c'est... Je pars de là. C'est-à-dire que Deaf House commence de 2 choses. De ma fille, Mhm. voyant qu'elle faisait certains discours avec nous, et quand elle parlait avec ses amis à côté de nous, et qu'ils n'avaient rien à dire, donc j'ai dit que cette génération n'est vraiment pas motivée, stimulée, et donc on doit trouver un moyen pop de leur faire apprendre plein de choses intéressantes. Et puis mon associé qui m'a montré certaines choses, waouh, c'est un directeur créatif, et on l'a fait. Mais les enfants, pour moi, sont Absolument. des dealers d'idées incroyables. On est dans la dernière ligne droite maintenant. Oui. 2 choses que je voulais Oui. te demander avant la dernière question. Est-ce que tu es amoureuse, heureuse? Comment ça va? Je suis super heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Regarde, genre, ma vie est magnifique. En fait, même ma fille dit « I love my life » et elle me demande toujours « Et toi ?» Et moi, « I love my life is amazing ». Mais c'est vrai, ma vie n'est pas parfaite. Je te disais, dans un mois, je vais me faire opérer et je dois enlever mon sein de façon préventive parce que j'ai une mutation génétique qui me rend 80% plus susceptible... En tout cas, c'était ma deuxième question, Ah. parce qu'au début, tu l'as mentionné, Non. et en fait, je Oh. ne savais pas si c'était quelque chose Non, c'est d'esthétique ça, ou de... parce que beaucoup de gens, évidemment, quand on te demande comment ça va et qu'ils te voient aussi heureuse, ils pensent que tout va bien. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis heureuse de ma propre joie. Parce que ce n'est pas que tout est parfait, non, au contraire, et peut-être que c'est même un moment assez difficile, un moment où, même d'un point de vue professionnel, je veux faire toutes ces choses, donc c'est un moment de changement, tu vois. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi heureuse. Je me sens sereine avec moi-même, sereine avec mes filles, je me sens vraiment bien. Oui, la seule chose que je voudrais, c'est le corps que j'avais quand j'avais 20 ans. Ce n'est pas pour le corps parce que je suis superficielle, mais c'est parce que j'aimerais recommencer. C'est comme si, tu vois, je me dis merde, j'aime tellement la vie maintenant, mais j'ai presque 40 ans, donc je me rapproche de la fin.
Mais pense à la vie incroyable que tu peux avoir à 40 ans à partir de maintenant, parce que tu es mature, expérimenté et conscient de tant de choses dont tu m'as parlé maintenant que tu vivais avant avec légèreté. Donc aujourd'hui, tu peux passer une étape extrêmement importante. Mais il faudra ajouter... C'est des satisfactions différentes. Oui. C'est clair, c'est évident. Mais ensuite, comme tu dis, je vais en thérapie, mais j'ai une échelle de priorité. Je ne me sens pas de faire certaines choses. Maintenant, je les ferai. La même chose. Non. On ne peut pas tout avoir. Mais si ton équilibre est aussi positif, je te dirais, belle Ali. Belle Ali, c'est super. Belle Ali, vraiment. Je termine avec une question maintenant moins D'accord. légère. Et je veux te demander si tu as peur de la mort. J'ai une peur terrible de la mort, mais vraiment. En fait, plus je suis comme ça en te disant « Mon Dieu, ma vie est magnifique », plus ça me donne de l'anxiété que ça se termine. C'est-à-dire, merde, j'ai jamais aimé la vie autant et donc, oui, ça fait peur. Et c'est aussi pour ça que je te le balance comme ça. Non, mais en effet, j'ai dû expliquer à ma fille pourquoi je vais me faire opérer dans un mois, tu vois. Pas la grande, elle le sait. À la petite, je lui ai dit « J'aime tellement la vie que le mois prochain, je vais me faire opérer. » Parce qu'en effet, c'est ça, je fais une opération aussi drastique, préventive, parce que si j'ai 80% de chance d'avoir un cancer, tu sais quoi? Je vais faire tout ce que je peux pour réduire ce risque. Mais c'est beau, dès que j'ai commencé à me le dire à moi-même, comme ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. C'était une belle chose. Ce n'était plus une chose négative, c'était une chose positive. Et je suis vraiment fière de moi parce que mon esprit me sauve. Il continue de me sauver. Ah, tu sais, mon esprit déchire vraiment. Et à propos de fierté, je ne le dis jamais parce que je ne m'expose pas par rapport aux autres, mais je suis vraiment très fier de toi parce que tu as vraiment pris ta vie en main d'une manière très mature. C'est magnifique. Donc je te souhaite un grand vœu. Merci. Merci Bianca, on a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.